Nosvat de Hall, bonsoir à tous. Donc je suis Gwenvel, je vais animer ce débat sur les langues et le droit. Donc ça peut paraître un peu rédhibitoire tout de suite, les langues et le droit. Vous êtes venus un vendredi soir parler de droit, de jurisprudence et de législation, etc. Bon, on va essayer d'être un peu plus sexy que ça. À mes côtés, le breton doit être sexy. À mes côtés, Paul Molac, député. À l'Assemblée nationale, ancien président de Duyez, si je ne me trompe, ancien président du Conseil culturel de Bretagne et maintenant député à l'Assemblée nationale. Yvon Olivier, donc magistrat à Nantes, qui vient de sortir un livre en 2012, La désunion française, et Vincent Drouet, qui est le directeur du pôle recherche et développement, études et développement, à l'Office public de la langue bretonne à Nantes. On va débattre pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et ensuite vous pourrez poser des questions. Donc retenez bien les questions dans vos têtes, je pense que vous en aurez beaucoup à poser. Pour introduire, je vais un peu brièvement parler on est en 2014 aujourd'hui, de ce qui s'est fait dans le droit et les langues dans l'État français depuis les 60 dernières années. On ne va pas remonter à l'édit de Villers-Cotterêts, ça ferait un peu long. Et je parle sous le contrôle de spécialiste. Donc en 1951, la loi qu'on appelle la loi d'Exonne, elle autorise l'enseignement facultatif de certaines langues régionales, en l'occurrence le basque, le breton, le catalan et l'occitan. On passe en 1992, l'article 2 de la Constitution de la République indique que la langue de la République est le français. En 1994, la loi Toubon, qu'on connaît, qui a 3 buts principaux: l'enrichissement de la langue, l'obligation d'utiliser la langue française et la défense du français en tant que langue de la République. Sachant que cette loi, théoriquement, ne porte pas préjudice aux langues régionales. En 1999, la signature de la charte des langues régionales et minoritaires par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, c'était à Budapest. Donc ensuite, on connaît l'histoire, ça n'a pas été ratifié pour des raisons constitutionnelles. En 2008, donc on arrive plus proche de nous, les langues régionales sont introduites dans la Constitution française. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. On se rapproche à aujourd'hui. 11 septembre 2013, Parlement européen, vote du rapport Alfonsi à une écrasante majorité. On en parlera tout à l'heure du rapport Alfonsi, donc c'est un rapport sur les langues régionales et minoritaires. Et plus récemment, donc 28 janvier 2014, les députés de l'Assemblée nationale adoptent cette proposition de loi constitutionnelle que je vais vous lire, puisqu'il faut bien comprendre de quoi on parle. Quand on parle de la ratification, puisque David, tout à l'heure, faisait part de son espoir d'avoir un peu d'oxygène grâce à la ratification de la charte, mais est-ce qu'on en est là? On va le voir. Donc, cette loi qui a été votée, je la lis. C'est pas très long, vous inquiétez pas. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle dont la teneur suit article unique. Après l'article 53.2 de la Constitution, il est inséré un article 53-3 ainsi rédigé. La République peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg le 5 novembre 92, signée le 7 mai 99, complétée par la déclaration interprétative exposant que, et là ça devient important, l'emploi du terme de groupe de locuteurs dans la partie 2 de la charte ne conférant pas de droit collectif pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires. Le gouvernement de la République interprète la charte dans un sens compatible avec la Constitution qui assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le D du 1 de l'article 7 et les articles 9 et 10 de la Charte posent un principe général n'allant pas à l'encontre de l'article 2 de la Constitution, en application duquel l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. Donc j'en ai terminé avec mon introduction. Je vais laisser la parole tout de suite aux interlocuteurs. Donc, première question, alors je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'on va sabrer le champagne? Est-ce qu'on va sabrer le champagne? Quand c'est qu'on va sabrer le champagne pour fêter la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires? Combien de temps on va encore attendre? Puisque elle a été signée en 99, donc ça fait 15 ans. Paul Molac, puisque vous étiez à l'Assemblée nationale quand ça a été voté. Oui. Les textes de loi, les textes de loi, il a dit qu'il fallait faire sexy. Oh, là, il a réussi, il n'y a pas de problème. Donc, non, c'est pas très sexy, effectivement. Alors, quand en fait, j'en sais strictement rien, puisque pour reprendre, on va remonter
pas très loin quand même, on ne va pas remonter à la loi d'Exxon, mais on va remonter à 2012. En 2012, il y a eu une campagne électorale et il y a eu des présidentielles. Dans les présidentielles, il y a un certain nombre de présidents, ils sont comme ça, ils mettent un certain nombre de propositions qu'ils vont faire après quand ils seront élus. Il y en a une qui s'appelle la proposition 56. Tiens, c'est marrant parce que moi je suis du Morbihan, donc c'est la chose qu'on n'oublie pas. Et donc il y avait ratification de la Charte européenne des langues minoritaires. Bien. Et la première année se passe. Et bon, alors le problème c'est qu'il faut 3/5 du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour changer la Constitution. Alors le problème, c'est qu'effectivement, à gauche, on ne l'a pas, c'est les 3/5. Donc il faut agréger une partie de l'opposition, forcément. Et cette partie de l'opposition, donc l'UMP a déclaré, enfin la tête de l'UMP, parce qu'on va voir après que c'est un peu plus compliqué dans la cuisine interne. L'UMP a dit, non, nous on ne ratifiera pas ça, de toute façon notre candidat s'est prononcé contre pendant la présidentielle. Bon, ça en est, donc du coup François Hollande dit, écoutez, de toute façon on n'aura pas les 3/5, donc je ne fais pas. Et puis, il y a un certain nombre de députés, dont je suis, et celle aussi de la circonscription d'ici, puisqu'elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle était désolée de ne pas venir ce soir, mais qu'elle me soutenait et qu'elle m'encourageait. Et d'ailleurs, je dois avouer que quand j'ai un certain nombre de choses à faire voter, à faire signer pour la langue bretonne, ou quand je demande, elle le fait bien volontiers. Donc, je veux dire, de ce côté-là, c'est un appui réel. Alors donc, je reviens à mon affaire. C'est-à-dire qu'on se dit, faut quand même aller jusqu'au bout, quoi. Et on dit, si, et moi j'avais fait passer ce message-là à la fois au Premier ministre et au cabinet de François Hollande, en leur disant, si vous ne le faites pas, on peut vous le reprocher, puisque vous l'avez. Après, si effectivement on a les 3/5, on voit bien qui vote pas, et à ce moment-là, j'allais dire, la peine retombe sur ceux qui n'ont pas pris leurs responsabilités ou qui les ont pris, mais on n'était pas d'accord avec eux. Donc on leur a dit, essayez, laissez-nous prouver finalement que à l'Assemblée nationale, on a une majorité des 3/5. Et donc c'est ce qui a été fait, alors par l'intermédiaire du groupe d'amitié, du groupe d'études langue régionale, entre autres. Il y a des groupes d'amitié aussi à l'Assemblée, c'est pour ça. Mais donc groupe d'études, et par l'intermédiaire également alors on s'est un peu arrangé entre nous, c'est-à-dire, quand je dis entre nous, c'est-à-dire députés de différents partis politiques, pour faire avancer la chose à la fois dans nos partis politiques et à l'Assemblée. Donc l'idée, c'était quoi ? C'est qu'on pose une proposition de loi de ratification. Proposition de loi, c'est les députés qui font une proposition. Autrement, on appelle ça un projet, ça vient du gouvernement. Donc, on a déposé progressivement, j'étais le premier à en déposer une, ensuite Jean-Jacques Urvoas a déposé la sienne, Ludi a déposé la sienne, et l'UMP, enfin certains députés UMP en tout cas, ont déposé la leur également. Donc, on a bien vu qu'il y avait une certaine, et c'est ce qu'on voulait, montrer qu'il y avait une certaine union, en tout cas, d'un certain nombre de députés. Et je peux dire que de ce côté-là, les députés bretons ne manquent pas à l'appel. Après, la difficulté, c'est de le mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée. Parce que l'ordre du jour de l'Assemblée, il est fait essentiellement quand même par le gouvernement. Et donc le gouvernement a effectivement accepté de reprendre. Alors ils ont pris la proposition du parti majoritaire, c'est-à-dire celle de Jean-Jacques Urvoas, l'ont déposée, on a pu la discuter et on a pu voter pour voir si véritablement on avait les 3/5 ou pas. Et la proposition qui est celle-là, alors vous voyez bien qu'il y a effectivement certaines limites et c'est bien borné, mais elle a recueilli 70% à peu près de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on a 55 voix d'avance par rapport aux 3/5. Je dis ça parce qu'au Sénat, ils sont un peu plus âgés que nous et quelquefois, ils ont des visions un petit peu plus, je vais dire, un petit peu plus anciennes, pour être gentil. Donc le Sénat, on ne sait pas s'il y aura ces 3/5 ou pas. Donc il faut que cette proposition de loi passe au Sénat. Après, on saura véritablement s'il y a une majorité dans les deux. Et normalement, le gouvernement le reprend à son compte et fait un projet de loi. Alors pourquoi un projet de loi ? Parce que si c'est une proposition, il faut aller jusqu'au référendum. Alors moi, je veux bien, mais enfin, le référendum, d'abord, ça va nous coûter très cher.
dans cette période de disette budgétaire. Ensuite, les gens risquent de répondre à côté de la plaque. Comme me disait quelqu'un, je me souviens, il y avait l'histoire du traité européen. Puis bon, à ce moment-là, j'étais prof, alors on en discutait passionnément dans la salle des profs, et il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et puis il y a un collègue qui m'a dit « Mais Paul, t'embête pas, de toute façon, le bulletin qui va gagner, c'est Merde à Chirac. » Et effectivement, c'est celui-là qui a gagné. Donc, là, un référendum, si c'est pour arriver à Merde à Hollande, forcément, c'est pas franchement ce qu'on aurait voulu. Donc, si le gouvernement le reprend en son compte, alors effectivement, il faut que ça repasse à l'Assemblée, il faut que ça repasse au Sénat. Enfin, bon, ça devrait être une formalité. Et après, il faut encore réunir le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et qu'on le vote. Et donc, avec les périodes électorales qu'on va avoir, déjà, là, on a eu 5 semaines de vacances parlementaires, c'est-à-dire on ne va plus à Paris, ça va être un peu plus compliqué. Alors, l'agenda, à mon avis, il n'est pas fait. Donc, ça va prendre un certain temps. Voilà. Ça va prendre un certain temps. Je voulais demander justement à Yvon Olivier sur cette charte, ensuite donner la parole à Vicente, mais si j'ai bien compris, cette charte est purement incitative, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout un caractère législatif. Mettons, donc, la France ratifie la charte des langues régionales et minoritaires, on sabre le champagne, puisque ça fait 15 ans qu'on attend ça, ou peut-être 16 ans, puisque du coup, ce sera d'ici 1 an ou 2 ans. Si la France n'applique pas, si la France ne respecte pas les textes qu'elle a elle-même ratifiés, ce qui peut arriver, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le Parlement européen envoie un courrier à la France en disant attention, c'est pas bien ce que vous n'appliquez pas les lois, ou est-ce qu'il y a des sanctions qui peuvent être prises ? Comment ça se passe ? Non, cette charte-là n'a aucun caractère contraignant. On va dire, c'est purement déclaratoire, mais en même temps, il y a quand même une disposition qui n'est pas inintéressante du tout. C'est celle qui nous dit que, il y a un droit imprescriptible à parler sa langue régionale dans l'espace public. Bon, c'est quand même important ça. Mais effectivement, c'est pas ça qui va ouvrir des droits subjectifs. On va pas aller dans un tribunal, saisir le juge pour exiger de pouvoir parler dans l'espace public. Donc, on n'a pas de droit à attendre de cette charte. Par contre, il y a une vertu symbolique et une charge symbolique extrêmement forte dans la situation dans laquelle on se trouve, où les juges ont l'habitude d'interpréter restrictivement tout ce qui va dans le sens de l'usage d'une langue. Voilà, parce qu'on est dans un système jacobin. Donc symboliquement, ça a une charte importante, effectivement. C'est important de se battre pour essayer de la faire ratifier. Maintenant, il y a aussi une chose qui me gêne un petit peu, il faut quand même l'aborder, parce que je crois que c'est l'essentiel quand même, c'est le principe d'unicité linguistique. Voilà. L'unicité linguistique, c'est un principe du droit français. On peut dire que ça remonte à l'époque du roi. Le roi disait déjà que la langue du roi, c'est le français. Bon, les révolutionnaires ont rajouté une couche. On ne pouvait parler que le français dans les actes, etc. Ils ont sorti des décrets, ça a été, voilà. On les invoque encore d'ailleurs récemment. On a mis le principe dans la Constitution, l'article 2 dont tu parlais tout à l'heure. Et puis la langue de la République est le français. Alors, il y a deux lectures. Est-ce que ça veut dire la langue de la République, c'est le français ? C'est quand même clair. Ou est-ce qu'il y a aussi une place pour une autre langue dans l'espace public ? Bon. Mais le principe d'unicité linguistique, c'est circuler, il n'y a rien à voir, il y a une langue, c'est un monopole, c'est une exclusive, il n'y a rien d'autre dans l'espace public. Le problème, c'est que l'espace public, et notamment en France, il est large, extrêmement large. C'est plus de 50% de la société, puisqu'on a le secteur concurrentiel peut-être le plus faible de l'OCDE. Donc, ça veut dire déjà, il n'y a pas de place pour la langue. Qu'est-ce qui reste ? L'espace privé, c'est ce qui ne se voit pas ou ce qui ne s'entend pas. C'est nous, c'est au bistrot, etc. Voilà. Donc, ça veut dire que la langue n'a pas de place. Et dans l'instrument, dans le texte qui a été voté par l'Assemblée, autorisation de ratifier, il y a aussi la réserve qui est mise de l'unicité linguistique. C'est ça. Donc, ça va quand même très, très loin. On affiche le principe, paf, c'est bien. Et après, il y a la réserve. Déjà, mettre une réserve dans la Constitution, moi, ça m'a un petit peu choqué, parce que normalement, la réserve, c'est dans l'instrument de ratification internationale qu'on la met, pas dans la Constitution. Mais bon, ça, à la limite, on s'en fout. Mais dire, le français s'impose aux personnes publiques et aux personnes privées en charge d'une mission de service public. S'impose. Bon, moi, je suis juriste.
j'ai interprété un document, je me dis, mettons n'importe quoi, parlons des panneaux, on a gagné quand même une sacrée bataille sur les panneaux, hein, c'est important, la signalisation, etc. Bon, je vois ça, quelqu'un me saisit pour un panneau, ben oui, mais c'est la mairie qui met les panneaux, c'est une personne publique. Et pourquoi est-ce que j'irai pas l'interpréter dans ce sens-là? Et est-ce qu'on ne va pas reculer encore plus par rapport à nos droits? Moi, c'est la question que je me pose. Donc, cette charte-là, pour moi, cette introduction dans le droit français, j'ai un peu le sentiment que c'est comme le serment du moine. Le serment des moines, en droit canon, c'est un peu particulier. C'est le moine faisait vœu de chasteté, mais jusqu'à temps que le corps pouvait le supporter. Autrement dit, la réserve fait complètement exploser le principe. Je ne sais pas si c'est sexy, mais en tout cas, attention. Attention, et je crois que l'essentiel du problème, quelque part, c'est que notre droit et la philosophie juridico-politique française ne veut pas de nos langues, ne veut pas de nos cultures, ne veut pas de nos peuples non plus. Le problème, il est là, c'est profond, c'est ancré. Et c'est vrai qu'on en discutait pas plus tard que tout à l'heure. Tu parlais du Bapar, etc. On parlait du Huyez à l'instant. Mais effectivement, l'éducation nationale ne comprend pas ou freine. C'est tellement facile de mettre un grain de sable, malgré toutes les victoires qui ont pu être gagnées. On a parlé de la loi de la refondation tout à l'heure sur l'école. Il y a eu un sacré combat. Paul Molac pourra en parler parce qu'il a fait un gros travail. On a marqué des points, mais pourtant derrière, il y a des montagnes à déplacer. Et voilà, on est toujours quelque part le caillou dans la chaussure de l'État français, de la sphère publique. Alors moi, j'ai toujours le sentiment qu'il y a une opposition en France entre la sphère privée, les gens, la société civile, on va dire, et la sphère publique, où là, ce sont les valeurs jacobines qui triomphent. Un cadre de valeurs de référence qui sont les valeurs jacobines, où on a tous grandi, on a passé les concours administratifs, on a baigné là-dedans. Pour s'en sortir de ça, c'est un sacré boulot. Très compliqué, donc tout ça n'est pas gagné. Justement, je voulais avoir l'avis de Vicente, qui est technicien, on peut dire, sur le terrain. Donc l'Office public de langue bretonne, c'est un établissement public de coopération culturelle. C'est pas rien. Ça avait commencé en 99. C'était une commission, je crois, à l'Institut culturel de Bretagne en 99. Enfin, jusqu'en 99. Jusqu'en 99. Jusqu'en 99. Ensuite, l'Office de la langue bretonne a été créé en tant qu'association. Et il y a 2 ans, c'est passé, ou il y a 1 an et demi même, c'est passé au statut établissement public de coopération culturelle en 2010, donc où les 5 départements bretons financent et les 2 régions qui administrent la Bretagne donc financent aussi. Concrètement, donc même question, demain la charte est ratifiée ou après-demain ou la semaine prochaine, enfin dans un certain temps, la charte est ratifiée. Est-ce que sur le terrain, est-ce qu'on sentira une différence concrète, profonde, par exemple dans l'ouverture de classes bilingues, par exemple dans la signalétique bilingue ou des choses comme ça? Alors, la charte, c'est un instrument et c'est important d'avoir des instruments juridiques. Aujourd'hui, on n'a quasiment pas de cadre juridique et on en a besoin. La langue bretonne, c'est la seule langue celtique sans statut juridique aujourd'hui. Il y a, vous savez, le gallois, le gaélique, qui sont des langues officielles ou avec des statuts très forts. Il y a même le cornique, qui est une langue qui est parlée dans le sud-ouest du Royaume-Uni, ou une langue qui est quasiment morte au XVIIe siècle et aujourd'hui 1000 locuteurs, et ils ont un statut juridique. Nous, avec le breton, on n'a pas de statut juridique. Donc on est vraiment les derniers et c'est important d'avoir un statut juridique. C'est aussi comme ça qu'on peut avancer. Maintenant, il faut avancer par étapes. Et la charte, c'est une étape. Souvent, on se dit aussi que le diable est dans les détails. Donc il faut faire très attention lors de la mise en place, enfin en tout cas dans le vote et ensuite dans la mise en place des outils. Mais la charte, c'est une étape. Sur le terrain, ça ne changera pas énormément de choses, parce que la France a choisi globalement, c'est une boîte à outils, la charte. Il y a un très grand nombre d'articles et la France a choisi en gros ce qu'elle faisait déjà, quoi, en gros. Et déjà, c'est compliqué à voter. Mais il y aura donc, on l'espère, dans quelques mois, cette ratification. Et ensuite, il faudra une loi. C'est très important. Une loi qui sera un peu
une application de la charte, une mise en application de la charte, et puis aussi d'ouvrir dans d'autres domaines, et notamment sur la signalisation, sur l'enseignement. Là, on pourra aussi faire passer des choses qui nous permettront d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, enfin, beaucoup d'acteurs de terrain qui sont là, c'est pas toujours très facile. On a peu de dispositifs juridiques sur lesquels s'appuyer, et puis on a aussi quelquefois... moi, je suis fonctionnaire d'État. Je ne vais pas tirer sur les fonctionnaires d'État, mais on a quelquefois des fonctionnaires qui ne sont pas très favorables à ces questions. Et comme il n'y a pas d'environnement juridique, on est quelquefois face au fait du prince, à l'arbitraire. Et le fait d'avoir une charte, le fait d'avoir une loi, ça joue sur les mentalités. Et puis, ça oblige aussi les fonctionnaires à mettre des choses en place. Alors, il faudra quand même, encore une fois, j'insiste sur cette notion le diable est dans les détails. C'est vrai qu'il faut faire très attention à ces questions-là. Mais sur tous ces dispositifs, il y a aussi plein de petites choses qui nous embêtent dans la vie de tous les jours. Je pense notamment dans les questions d'enseignement. Il y a plein de petits détails qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer. Il faut qu'on les gagne sur la loi, sur les décrets, on parle aussi du pacte d'avenir qui a été... proposé dernièrement, enfin en tout cas c'est un processus qui est en cours. Il y a plein de petits détails qu'il faut faire avancer. Et je pense que c'est très important de faire évoluer les mentalités. Le droit, c'est important. Faire un cadre positif, encourageant au niveau de la Constitution, ça change les mentalités globalement. Je pense que tous les articles qu'il y a eu ces dernières semaines sur la charte et autour des langues régionales ont été quand même globalement positifs. Et il y a beaucoup de personnes qui, je pense, ont eu une approche plus favorable à ces questions, parce qu'ils ont vu les grands médias s'en saisir et se dire, bah oui, c'est vrai que c'est pas normal qu'il n'y ait rien, et il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Ça, c'est déjà des étapes. Mais comme dans toute politique publique, ça avance par des clapets. Il faut faire avancer par phase, et on est sur une phase qui est ouverte depuis 1999, même 1992 en réalité. Il faut mener cette étape à son terme. J'ai un peu l'impression dans tout ce que vous me dites, je me fais l'avocat du diable involontairement, il faut bien qu'il y en ait un. Donc ce que je retiens, c'est que finalement c'est très symbolique. D'ailleurs, Aurélie Filippetti, je vais parler d'un article dans l'Express que vous avez dû tous sûrement lire. C'est une parole de ministre, c'est pas la loi, mais c'est une parole de ministre quand même. On va en reparler, je l'ai noté. Donc c'est symbolique, cette charte. Il y a des réserves qui ont été émises. Je relis la phrase. La charte pose un principe général n'allant pas à l'encontre de l'article 2 de la Constitution. Moi, ce que je comprends, c'est la charte, on la ratifie, mais attention, c'est quand même la langue française qui reste la langue de la République, en application duquel l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public. Je continue et je termine donc sur cet article, cette interview d'Aurélie Filippetti. Je lis une partie. Alors, à sa décharge quand même, effectivement, on avait écouté son discours à l'Assemblée nationale lors du vote, et c'est vrai qu'on sent une évolution de la mentalité, une évolution de la pensée concernant les langues régionales. Cela dit, je lis l'interview. Le journaliste pose la question à Aurélie Filippetti, donc ministre de la Culture et de la Communication. Soyons concrets, si elle est ratifiée, pourra-t-on s'exprimer en flamand lors d'un procès ? Non. La justice continuera d'être rendue exclusivement en français, afin d'être compréhensible par tous. Pourra-t-on exiger à la poste ou à la perception de parler à un fonctionnaire en corse ? Non. Pas exigé. En revanche, vous pourrez échanger avec le guichetier en corse s'il le comprend. Oui, effectivement, si la personne en face de moi parle breton, j'ai le droit de parler en breton. Dieu merci. Sera-t-il possible de multiplier les panneaux routiers en langue régionale ? C'est déjà le cas pour les panneaux d'entrée de sortie de ville, mais cela ne peut pas l'être et ne le sera pas quand la sécurité est en jeu. Alors, ça, je ne sais pas si vous le voyez, c'est à Carhaix. Je crois que c'est à Carhaix. Zone 30 Takatragon. Donc, c'est un panneau de signalisation routière bilingue. Il a été photographié hier. Donc, c'est quelque chose de très récent. Pardon ? En Bretagne, le recteur s'oppose à la traduction de la devise républicaine en breton sur le fronton des lycées. Cela va-t-il changer ? Non. La devise restera intouchable, c'est une question de solennité républicaine. Et enfin, sera-t-il possible de demander l'obtention d'un livret de famille bilingue français-basque ? Non. Il devra être rédigé exclusivement en français, car il fait foi. En revanche, rien n'empêchera un citoyen d'en demander un second,
en alsacien ou en corse, mais il devra alors le faire à ses frais. C'est d'ailleurs possible aujourd'hui. Je rappelle par exemple que Skolan Lemzao édite des passeports bretons, ça coûte 8 €, donc c'est très gentil, hein, mais c'est un gadget. Donc on voit clairement qu'il y a quand même des blocages sur tout ce qui peut paraître institutionnel et officiel. C'est-à-dire qu'en somme, ce que je comprends, c'est que, ce que tu disais, Vissande, la charte ne va faire que confirmer ce qu'on a déjà, l'enseignement bilingue, l'enseignement par immersion, etc. Mais tout ce qu'on pourrait avoir en plus, c'est pas encore le cas, c'est pas encore prêt, pas de livret de famille, pas de, etc. Qui veut prendre la parole là-dessus ? Paul Molac. Oui, alors Aurélie Filippetti n'est pas une spécialiste des droits des langues régionales d'ailleurs. Donc pour la justice, c'est niet, effectivement, ce ne sera pas possible. Pour la signalétique bilingue, rien ne l'empêche puisque c'est déjà le cas. On peut aller à Bayonne par exemple, j'ai même vu des panneaux trilingues, hein, occitan, basque, donc ce n'est pas un problème. Là, elle s'est franchement trompée. Puisqu'on peut le faire. Sur la devise de la République, les lycées sont de la compétence de qui ? Des régions, je crois. Bon, ben voilà, c'est tout. Donc à partir du moment où c'est marqué en français, tu peux le marquer en ce que tu veux. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a dit, puisqu'on peut faire des traductions. Donc c'est dans la décision qu'il avait. Donc juridiquement, il n'y a pas de problème, c'est blindé. C'est-à-dire le Conseil régional de Bretagne décide, on le met en gallo, en breton, en français, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Donc ça, là-dessus, bon, c'est planté, bon, pas grave, hein, ça arrive. C'est pas une spécialiste des langues régionales, disons, à sa décharge. Et donc là-dessus, alors je ne sais plus, il y avait d'autres questions, mais parce que le livret de famille. Alors le livret de famille bilingue, pour situer. Il existe déjà, bilingue. Donc il y a la mairie de Carhaix qui le fait, mais pas que. On prend toujours l'exemple de Carhaix parce que c'est une grosse ville, mais je crois qu'il y a Quimperlé, il y a Vicente, tu m'arrêtes si je me trompe, il y a peut-être... il y a plusieurs villes qui le font depuis plusieurs années. Désormais, il y a des milliers de livrets de famille qui sont en circulation. Et donc ces livrets de famille, ils sont illégaux ? Qu'est-ce qui se passe, les gens qui l'ont ? Eh bien, après, tout dépend uniquement. Il faudrait que ce soit soumis à un juge, mais la position de la justice, c'est clair, c'est illégal. C'est le principe d'unicité. D'ailleurs, le garde des Sceaux, le garde des Sceaux avait cité le décret ou loi, on ne sait jamais trop parce que c'est la législation révolutionnaire, Thermidor en 2. Donc, c'est le principe d'unicité, c'est-à-dire l'exclusive française. Après, moi, je serais tenté de dire que il y a aussi un rapport de force derrière tout ça. Effectivement, on a gagné les panneaux. Ça paraît difficile de dire finalement on va remettre ça en cause parce que politiquement c'est ingérable. Donc là on a déjà gagné. Mais demain un juge peut être saisi sur la base de la disposition qui figurait dans la Constitution, pourrait très bien rendre une décision défavorable. Après politiquement ça sera difficile. Voilà. Mais moi je crois beaucoup en ce rapport de force. Il n'y a que ce rapport de force là qui nous permettra d'avancer. D'ailleurs, si j'ai bien compris, si ma mémoire est bonne, Paul pourra peut-être nous confirmer, mais si ça a été remis en vigueur, si on a relancé le processus de ratification de la charte, c'est parce que les bonnets rouges se sont levés et ont dit des choses assez fortes. Voilà. Donc, et moi, je dis clairement que ce n'est qu'une question de rapport de force, parce qu'on ne veut pas de nous dans l'espace public. Or, on est chez nous, voilà, sur notre territoire de toujours, c'est notre langue. Nous, on n'a rien, les Bretons sont ouverts traditionnellement au cadre qui les dépasse. Français, bien sûr, c'est évident, on parle tous français d'ailleurs, mais aussi le breton avec. Voilà. Et en plus, c'est possible avec les traductions, on a tous les outils, etc. Voilà ce que nous devons exiger. Et je dirais même plus loin, je crois que ce principe d'unicité, qui est attentatoire aux droits humains, aux droits culturels, et attentatoire à l'humanité, ça va très loin. Il nous est inopposable en tant qu'être humain. Un policier qui commet une illégalité, on va lui dire, mais écoutez, monsieur, vous n'avez pas le droit, vous auriez dû refuser. Oui, ben là, c'est exactement pareil. Et je crois qu'on a là un devoir de résistance. Ça va très loin, ce que je dis. Ça veut dire carnet livret de famille bilingue, ça veut dire panneau, etc. Jusqu'au bout, il faut y aller, parce qu'on a le droit aussi d'être là. C'est ça qui est fondamental. Et à ce moment-là, effectivement, on va regagner du terrain, mais on vient de tellement, tellement loin. Et derrière tout ça, je dirais même qu'il y a une question de souveraineté. Quelque part,
Parce que on parlait de la loi tout à l'heure, mais il y a un principe d'indivisibilité de la souveraineté nationale. C'est très fort, unicité du peuple français, indivisibilité de la souveraineté nationale. Nul ne peut s'attribuer une part de la souveraineté. Bon, et ça, c'est la loi. C'est la loi qui exprime la souveraineté nationale via les représentants du peuple. Bon, mais cette loi, c'est l'article 34, et on ne veut pas, évidemment, nous donner à nous, Bretons, la possibilité d'adapter cette loi-là. Mais ça serait justement une souveraineté partagée quelque part. Et je crois que l'avenir, c'est peut-être d'obtenir enfin cette souveraineté partagée, de pouvoir adapter la loi sur les champs de compétences qui nous concernent directement. C'est notre patrimoine, notre économie aussi. Oui, parce qu'on voit bien ce qui se passe actuellement. On a peut-être aussi des choses à dire et des choses à construire. Voilà, avec le tout dans un cadre juridique français, bien évidemment, mais avec une co-souveraineté ou un partage de souveraineté. Et je crois que le jour où on sera capable d'imposer ça, parce que la souveraineté, elle s'affirme. Ce n'est pas un juge qui va dire. Le juge, il dira toujours, mais c'est la politique qui prime. Le juge y suit. Alors le jour où les Bretons, on sera tous capables d'affirmer cette souveraineté partagée-là. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les bonnets rouges, c'est exactement ça. Qu'est-ce que demandent les bonnets rouges ? Co-officialité de la langue, et décider au pays. Mais décider au pays, ce n'est pas que le règlement. Ce qui est important, on sait bien que c'est la loi. D'ailleurs, dans la loi, c'est la loi qui fixe les principes généraux concernant l'éducation nationale. Si l'éducation nationale doit s'ouvrir aux langues régionales, c'est la loi. C'est même pas le règlement. Ça serait déjà un progrès, le règlement, d'accord, mais l'essentiel, c'est la loi. Donc on a encore, si je puis dire, à batailler énormément, à nourrir un peu la réflexion des gens, dire qu'effectivement que c'est tout à fait normal d'en arriver à cette situation-là de partage de souveraineté. Voilà, et moi je souhaite que ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas en Bretagne, ça fasse un peu bouger les lignes. Voilà, fasse bouger les lignes et que nos élus aussi s'en emparent pour relayer fortement l'aspiration du peuple. Ça m'apparaît essentiel. Ce qui n'est pas encore le cas apparemment sur les élus. Je voulais revenir sur deux choses. On peut en parler. Je voulais revenir sur deux petites choses. Donc là, je pose la question 3. Ce qui s'était passé à Villeneuve-les-Maglones, donc c'est en Occitanie. Je crois que ça fait jurisprudence. L'histoire des panneaux. Vous allez nous raconter ça. Je ne sais pas qui est spécialiste de la question de Villeneuve-les-Maglones. Paul. Et la deuxième chose, c'est une question un peu plus ouverte. Reconnaître la langue bretonne ou reconnaître n'importe quelle langue, l'occitan, le basque ou le catalan, c'est aussi reconnaître un groupe de locuteurs. C'est-à-dire que c'est reconnaître la langue bretonne, elle est parlée par des gens, par des Bretons. Ça veut dire on reconnaît l'existence des Bretons. Peut-être que l'État français a peur de ça, non ? Sur Villeneuve-les-Maglones d'abord et ensuite sur... Je suis d'accord avec Yvon Olivier, parce qu'il faut bien voir que le droit, bien souvent, ne fait qu'entériner ce qui existe déjà. Donc si ça n'existe pas, le droit ne l'entérine pas. Le droit, ce n'est pas quelque chose de novateur. C'est quelque chose qui dit, à un moment donné, effectivement, on a une demande et on est en démocratie. C'est pour ça qu'effectivement, les mouvements sociaux sont des mouvements que le politique ne peut pas ignorer. En tout cas, s'il les ignore, je crois que c'est assez clair. À un moment donné, il y a un changement de majorité ou quoi que ce soit. Et ça, je pense que la chance qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir suffisamment des élus politiques qui sont suffisamment conscients de la bretonité pour le faire peser à Paris. Parce que le problème, il est quand même là. Quels élus politiques ? Parce que quand il y a eu le mouvement effectivement des bonnets rouges, et la réponse a été le pacte d'avenir, dans lequel il y a effectivement pas mal de choses. Alors, tout est à revoir, enfin, pas à revoir, mais je veux dire, le pacte d'avenir, c'est un ensemble de choses intéressantes. Pour la région administrative ? Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est encore un autre problème. Mais derrière, vous avez le CPER, c'est-à-dire le contrat de plan État-région. Et donc, il faudra, parce que quand on en parlait tout à l'heure, effectivement, ce qui concerne la langue bretonne, c'est des grandes lignes. Et après, il faudra effectivement écrire comment on va mettre en place ces grandes lignes. Donc ça, ce sera une convention qui sera attachée au contrat de plan État-région. Mais la réaction, elle a été celle-là. On aurait pu avoir un pouvoir politique qui dit « bon non, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, j'envoie les Panzers et puis c'est terminé ». C'est pas le cas. Donc là, on voit bien qu'il y a toujours deux aspects. Ils ont peut-être eu peur aussi, le pouvoir politique, comme
Mais Enfin, des bonnets rouges. c'est toujours pareil. À partir du moment où il n'y a pas de pression populaire et où il n'y a pas des gens qui sont capables de relayer en disant ces gens-là sont dans la rue pour telle et telle et telle raison, à partir de ce moment-là, le pouvoir peut ne pas comprendre. Parce que j'en parle avec certains collègues un peu parisiens qui ne comprennent pas ce que c'est que les bonnets rouges. Ils ne comprennent pas, c'est pas dans leur univers mental. Ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, il y a des gens qui puissent se mettre ensemble, faire taire une partie de leur opposition, parce qu'effectivement, il y a des gens très divers, pour un destin commun, et une vision commune et un développement. Ça, ils ont du mal à comprendre. Parce que bon, c'est vrai, quand on est parisien, c'est peut-être, on n'a pas besoin de se mettre ensemble en tant que parisien. On peut directement, défendre un certain nombre de choses. Et donc, nous, on sait bien qu'on est obligé, à un moment donné, on est obligé d'être unis pour pouvoir peser. Parce que ça ne se fait pas naturellement. Donc ça, je crois que c'est important aussi. Et il faut bien voir les deux aspects des choses. C'est la première chose. La deuxième, c'est que comme on n'a rien au niveau juridique, effectivement, cette charte qui ne va pas vous obliger à apprendre le breton demain. C'est vrai. Mais permettra, si les collectivités locales s'en emparent, ça permettra d'avoir un peu moins de bâtons dans les roues. Parce que, en gros, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un recteur qui vient, pour peu qu'il soit un peu lent d'esprit, il a un peu de mal à comprendre ce qu'on lui dit. Et quelquefois, mais quand je dis ce qu'on lui dit, c'est-à-dire les gens sur le terrain, mais relayés par nous, et des fois, il ne comprend pas non plus. Donc on monte plus haut, on dit, bon, celui-là, vous allez... bon, écoutez, il est un peu... bon, bref, vous ne pouvez pas le pousser un petit peu pour qu'il fasse ce qu'on lui demande, parce qu'il est quand même là pour ça. Un avancement. Par exemple, lui donner un avancement qu'il aille, je ne sais pas, voir ailleurs, dans une région sympathique, comme, je ne sais pas, Roubaix, par exemple, ce serait bien ça. Donc... vous avez quelque chose contre le Nord, j'en vois qui rigole. Oh, tout de même, c'est une région fort sympathique où il y a beaucoup de chaleur humaine. Voyons. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, c'est vrai que l'administration, elle, est élevée dans le sens du culte de la langue unique. Alors, pour peut-être avoir une petite différence avec Yvon Olivier, je crois qu'il y a certaines choses où ils admettent que la bataille est perdue. Sur l'enseignement, par exemple, ça, bon, ok. L'enseignement des langues régionales, même y compris, je pense, avec la charte, l'immersion sera reconnue véritablement. Donc là-dessus, bon, ça, ok. Par contre, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'effectivement, l'administration se mette à avoir plusieurs langues. Ça, et donc, ils freinent des quatre fers là-dessus. Ils freinent aussi sur les questions de justice. Mais bon, c'est pas avec la justice qu'on va sauver la langue non plus. C'est pas avec la justice qu'on va sauver la langue, mais je rebondis sur ça, puisque... ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la charte ne va faire que confirmer en fait ce qui existe déjà, plus ou moins. Sur l'administration, si une langue elle n'a pas une vie aussi technique, administrative, etc., si elle est juste la vie de l'école, etc., elle n'a pas de prestige. La langue, il faut qu'elle soit prestigieuse. Je vais citer juste trois petites choses sur le caractère officiel des langues. Donc, je prends trois exemples au pif. Pays de Galles, Pays Basque Sud et Catalogne Sud. Voilà. Donc comment ça se passe ? En Catalogne Sud, donc loi sur la politique linguistique en Catalogne, article 3-1, le catalan est la langue officielle de la Catalogne. C'est clair ? Loi fondamentale sur la normalisation de l'usage de l'euskara au Pays Basque. Les langues officielles dans la communauté autonome du Pays Basque sont l'euskara et le castillan, donc basque officiel. Et au Pays de Galles, statut officiel de langue galloise, article 1, la langue galloise a un statut officiel au Pays de Galles. On est en 2014, donc il y a un dogme, on est d'accord. Et j'ai vraiment l'impression qu'on parle de mesurettes, on parle de mettre des pansements, on parle d'une langue qui est en train de mourir quand même. Et là, vous êtes en train de me dire, il y a des choses symboliques qui vont être en train de se faire, etc. Effectivement, si on ne peut pas avoir un procès en breton, d'accord, mettons, mais si on ne peut pas avoir un livret de famille bilingue, enfin, je veux dire, ça gêne qui ? Ça gêne quoi ? Mais le livret de famille, bon, c'est une réponse qui est par rapport à une question que j'avais posée à Taubira, avec un fonctionnaire qui visiblement est un peu dur d'oreille. Mais parce qu'en fait, il a dit oui, on peut le faire, mais il ne faut pas que ce soit avec une ligne en français et une ligne en breton. On voit bien que là, quand même, c'est bien de la mauvaise volonté caractérisée. Et donc, bon, faut... ce que disait Yvon Olivier, dans ces cas-là, on le fait, c'est tout. Et puis s'ils veulent nous condamner, ils nous condamneront. Et comme ça fera du pataquès et que tous les autres Européens rigoleront doucement, à mon avis, ça passera. On le fait, mais pour prendre mon cas personnel,
J'avais demandé à la mairie de Rennes, j'avais envoyé un courrier en disant je veux un livret de famille bilingue. On m'a dit non, c'est interdit. C'est interdit, on le fait pas. Et j'ai dit mais attendez, ils le font à Carhaix. Ah bah ouais, mais ils le font à Carhaix s'ils veulent, etc. Et nous, on le fait pas. Et plus proche de nous, dont les élections municipales approchent, on a un collectif de Rennes dont je fais partie a posé la question effectivement à tous les candidats. Pour prendre l'exemple de Nathalie Appéré, qui avait répondu à cette question, avait dit sur la question du livret de famille bilingue, avait dit on attend de savoir ce que dira la charte européenne pour les langues régionales et minoritaires. Et la charte, concrètement, dit qu'on ne pourra pas avoir de livret de famille bilingue. Moi, je pense que dans cette... Oui, la charte ne dit rien. Ouais. Non, je voulais simplement dire que c'est une question d'espace pour la langue. Et voilà. C'est vrai que la situation elle est quand même difficile parce que on parle tous français, l'assimilation elle a quand même bien réussi. On a perdu la transmission maternelle de la langue, ça va quand même très très loin. Comment remonter tout cela si on a la sphère publique contre nous? Le problème il est là. On devrait avoir la sphère publique avec nous. Et même si on a la sphère publique avec nous, c'est difficile. Tu parlais de l'Irlande tout à l'heure, co-officialité même plus officielle que l'anglais. Et ils ont le plus grand mal à remonter les choses. Donc, moi, je dirais que c'est un préalable. Après, il y a, quand on a la sphère publique avec nous, eh bien, on peut peut-être mettre en place la généralisation de l'enseignement du breton. Bah oui, sauf les parents qui ne veulent pas, mais la généralisation. Hein, après, il faut former des profs pour ça. Mais oui, mais c'est un mouvement qui va... Et il faut même aller plus loin. Il faut des profs, comme tu le dis. Donc, ça veut dire peut-être, et même ça me paraît important aussi, payer un peu plus les profs qui vont apprendre le breton, ben oui, principe d'égalité. Mais l'égalité, c'est quoi? Le Conseil constitutionnel nous dit effectivement, dans un arrêt de 2002, une décision de 2002, il n'y aura pas de généralisation de l'enseignement de la langue corse, parce que justement, c'est une atteinte au principe d'égalité entre tous les enfants, etc. Bon. Mais c'est faux. En France, quelque part, les hommes ne sont pas égaux. C'est la loi qui s'applique également à tous. C'est pas du tout la même chose. Ça veut dire qu'effectivement, il ne reste plus rien de l'égalité. Donc, le principe d'égalité, il va falloir le retourner, lui donner sa véritable signification, c'est-à-dire l'égalité dans la prise en compte de la situation particulière, individuelle de chacun. C'est ça, la généralisation aussi de l'enseignement. Et donc, il va falloir retourner le principe d'égalité, donner un peu plus d'argent aux profs qui vont apprendre. Il faudra du temps, parce qu'on vient de tellement loin. Mais si on veut sauver notre langue, c'est comme ça qu'il va falloir le faire. Une petite prime aux enseignants qui vont enseigner le breton, qui vont travailler dans ces classes-là parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Dans les administrations, les gars qui vont apprendre le breton pour pouvoir communiquer, oui, ils ont aussi une prime, et etc. Et ça répond à un intérêt public. Je suis convaincu, mais est-ce que vous pensez que les mentalités sont prêtes pour ça, de se dire Vicente, je crois, il faut voir d'où on vient. Je crois qu'on est quand même dans une situation juridique et psychique et politique. Il y a quand même il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque certaines personnes mettaient un autocollant pour la Bretagne ou BZH sur leur voiture, elles se faisaient arrêter. Hein, aujourd'hui, on a 15 000 élèves dans les filières bilingues. On a des panneaux de police, ce que tu as montré là, c'est ce qu'on appelle techniquement des panneaux de police, qui commencent à être bilingues dans certaines communes. Donc tout ça, ça avance, mais ça n'avance que par étapes. On ne passe pas de là à là. Mais tout ça, ça a avancé sans charte. Oui. Je reviens là-dessus. Mais la charte, elle est quand même sur la question des livrets de famille. Et pour revenir sur cette question, c'est vrai que le ministre de la Culture a pris quand même certaines libertés dans cette interview. Elle répond à des questions. Dans la charte, il n'est pas mis, il n'est pas question des livrets de famille. C'est pas écrit les livrets de famille. Par contre, ce qui est écrit et ce qu'a choisi la France, c'est qu'il y a une possibilité de traduction des actes. C'est écrit, c'est choisi. Donc après, il y aura un rapport de force à mettre en place, effectivement, dans la société, mais aussi avec les élus, pour que des éléments de l'état civil, puisque c'est ça le livret de famille, soient également concernés. Mais de dire à brûle-pourpoint comme ça, est-ce qu'il y aura des livrets de famille? Non. C'est quand même
une certaine interprétation, mais alors que les élus n'ont rien voté pour l'instant. Ça démontre quand même une certaine mentalité. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours cette impression. Donc, on parle de symboles, on parle de la charte, etc. On est en 2014. Donc, la langue bretonne est considérée par l'UNESCO comme une langue sévèrement en danger. Vraiment, je pense que la situation, elle est urgente. Si on prend l'exemple du Pays de Galles, qui a priori avait une espèce de courbe de croissance de la langue galloise qui était parallèle à la langue bretonne il y a une 30 ou une quarantaine d'années, ils sont 1000 fois plus avancés que nous. 1000 fois plus avancés que nous. Et là, j'ai l'impression que les Bretons, ils se contentent de... bon, on a ça, on le prend, quoi. Alors que c'est pas grand-chose, finalement. Non, je vous trouve très français. Vous m'excuserez, mais vous me parlez de l'administration. Bon. C'est pas de l'administration qu'il nous faut. Les papiers d'administration, on en reçoit quelques-uns à la maison. Bon, moi, je me tape ça parce que je suis député, mais honnêtement, quand j'étais dans ma vie avant d'être député, l'administration, une télé en breton, je suis désolé, mais ça sera beaucoup plus utile que tous les papiers administratifs et tous les jugements que vous pourrez faire. C'est bien clair. On est d'accord. Donc, là-dessus, parce que quand on parlait de la généralisation en Corse, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire, la généralisation de l'enseignement. Alors effectivement, le Conseil constitutionnel est passé derrière en disant on ne peut pas obliger. Alors les Corses ont dit bon ok, on ne peut pas obliger, donc on organise, on fait, puis les parents qui ne veulent pas, ils nous écrivent en nous disant moi je ne veux pas que mon enfant fasse du corse. Très bien, moi je suis pour, pas de problème. Donc, alors pourquoi on ne peut pas le faire en Bretagne? Parce que pour l'instant, on n'a effectivement pas assez d'enseignants. Par contre, on parlait de leur donner une petite prime et tout ça, que je sache, les enseignants qui sont formés aujourd'hui, ils reçoivent une bourse de la région qui est quand même pas négligeable puisque c'est 5 000 € sur 2 ans et donc ça se fait. Donc il y a plein de choses effectivement qu'on peut faire, mais on a un côté très légaliste en France, très administratif. L'État veut pas, alors donc on fait pas parce que c'est jamais... Le jour où on dira nous notre objectif c'est ça, on est pragmatique, on prend et puis après on voit si on se fait taper sur les doigts ou pas. Le jour où ça va fonctionner comme ça va avancer. Beaucoup plus. Vicente. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a des combats symboliques qui sont importants parce que ça joue sur les mentalités. La question du livret de famille est une question, un combat, je dirais, qui doit être mené à son terme et qui doit être gagné. Mais ceci dit, il y a beaucoup de choses qui sont bien plus importantes pour que la langue gagne en vitalité. L'enseignement, bien évidemment. Dans la charte, il y a quand même des questions sur l'enseignement technique, par exemple. Dans les lycées techniques, aujourd'hui, l'enseignement bilingue, c'est surtout pour les élèves qui sont dans l'enseignement général, mais dans l'enseignement technique, des filières techniques au lycée, bilingue, il n'y en a pas. Et bien là, il y a quand même des dispositions dans la charte sur ces questions. L'enseignement bilingue se développe très bien à Bru, très bien. Maintenant, il y a d'autres étapes à franchir. Ces enfants-là, ils ont besoin d'avoir un centre de loisirs en breton. Qu'est-ce qui empêche ça? Aujourd'hui, rien. C'est une question à poser sur le périmètre communal. Donc en fait, on a des droits qui sont peut-être pas forcément utilisés par les Bretons et par les locuteurs de créer, etc. Peut-être qu'on est arrivé aussi en bout de course du monde associatif. C'est-à-dire que le monde associatif, parce que tout ça, c'est quand même porté à 90% par les associations. Peut-être qu'on en est en bout de course maintenant. C'est compliqué de gérer une association, etc. Et puis ça a des limites humaines, financières, etc. L'institutionnalisation, vers quoi on tend là aujourd'hui? La mise en place d'un office public pour la langue bretonne, l'office public de la langue bretonne, c'est quelque chose d'historique. Et c'est dans ce sens-là, on a une administration pour la langue. Bon, c'est quand même des choses importantes. Mais en même temps, à côté de l'institutionnalisation, il faut aussi qu'il y ait un monde associatif qui reste vivant, parce que la société civile doit continuer à travailler. Mais ce sont deux choses qui doivent aller de pair, et il faut continuer à avancer, parce qu'au niveau des communes, des intercommunalités, on a beaucoup à faire, beaucoup à gagner. Et c'est en ce sens que nous, à l'Office public, on a mis en place une charte qui a été signée également par la commune de Bru, qui est la charte Yard-Arbrezonnais, qui est justement une boîte à outils qui répertorie tout ce que peut faire une commune. Il y a aussi donc la même chose pour l'échelon intercommunal. Et là, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses en gardant la même constitution, charte ou pas charte, on peut faire énormément de choses. Et aujourd'hui, on a quand même 167 communes qui ont voté par des délibérations, donc c'est quand même un élément démocratique très important.
un Breton sur 3 qui vit dans une commune d'Arbrès-en-Aix, ça signifie des choses, je pense aussi pour beaucoup de gens, notamment pour les élus, de voir qu'il y a un élan populaire comme ça qui soit aussi important et qui soit pris par qui se traduisent ensuite par des délibérations. Et là, effectivement, il est question aujourd'hui de centres de loisirs, de crèches, les rames, tout ça dans le périscope. Il y a l'école, il y a autour de l'école, il faut qu'on construise tout cela. Et ça, c'est dans la main des Bretons. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller à Paris, à Bruxelles ou je ne sais où, à l'ONU pour ça. Hein. C'est ici. Donc c'est intéressant ce que tu dis, puisque donc, ça revient un peu à ce que je disais. Donc les Bretons ont des droits, beaucoup de droits de faire plein de choses. Je ne sais pas si vous savez, il y a ça un mois, il y avait des Jeux Olympiques à Sochi, les Jeux Olympiques d'hiver. Donc les Bretons sont très intéressés par les Jeux Olympiques d'hiver. Bon. On va tout skier sur les monts d'Arrée l'hiver. D'ailleurs, ils ferment l'école quand il y a trop de neige, hein, c'est bien connu. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il y a les Jeux Olympiques à Sochi? On arrête les émissions en breton. Logique. C'est la variable d'ajustement. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est quand même 10 mégas en sus, comme on dit en breton. C'est du mépris. C'est-à-dire qu'on se sert de 52 minutes par semaine. Ouais. Sur le service public, là je parle volontairement de service public parce qu'il y a quand même de la création en langue bretonne dans l'audiovisuel, sur Internet notamment. Il y a aussi des chaînes de télé locales, de la TNT, donc il y a TVRN 35 ici en Pays de Rennes, il y a TBO plutôt à l'ouest de la Bretagne, il y a Télé Nantes à Nantes et puis il y a TB Sud. Donc il y a des choses qui se font aussi, mais sur le service public, c'est-à-dire que les Bretons, vous, nous, moi, payent une redevance télé pour ceux qui ont la télé. Et on en a quoi en Bretagne de cette redevance télé? Jusqu'à quand ira ce mépris dans le monde de l'audiovisuel? Public, je parle, public. Petite réponse, Paul. Non, je vais me faire l'avocat du diable pour une fois. Hein, non. Alors, que te dit le directeur de France 3? Il dit, bah ouais, mais il n'y a pas d'audience. Donc je dis ça. Alors c'est une boutade un peu, mais bon, faut bien que je fasse de temps en temps, moi aussi un peu. Là. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire qu'il est question que... Alors moi, je suis toujours resté à FR3, j'aimais bien l'idée, mais bon, il paraît que c'est France 3 maintenant. Donc, il y a le schéma de France 3 est un schéma qui va certainement être changé. Et c'est là qu'il va falloir, nous, être persuasifs pour qu'il corresponde en fait à ce qu'on veut. Et je crois que là-dessus, ça va être un billard à 3 bandes. Je dirais le premier, ça va forcément être la demande sociale, parce qu'il en faut, sinon... Le deuxième, ça va être la région, et le troisième, ça va être l'État, forcément. Et donc, c'est avec ce jeu de billard à 3 bandes qu'il faut essayer de tirer le maximum pour qu'on puisse avoir d'abord une télé régionale, parce que quand même, il n'y a qu'en France où les régions n'ont pas de télé régionale. Hein, les autres pays, alors c'est vrai que ce sont des pays fédéraux, il y a donc... Je reviens à ta souveraineté partagée. Tous les pays sont fédéraux dans l'Union européenne. Sauf alors, la Turquie, pas tous, mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Pas tous. La Grèce ne l'est pas. Plus ou moins. Le Portugal. Mais tous ceux qui nous entourent le sont. Mais ce sont des petits pays. Le Portugal, finalement, c'est une autonomie de l'État espagnol qui a eu son indépendance. Je suis un peu méchant, mais c'est un peu ça, non? Oui, sous Philippe II, ils étaient effectivement espagnols. Je vois que tu as bien... Mais donc, si vous regardez tous les autres, ce sont des États fédéraux, avec plus ou moins de différences, peut-être un petit peu moins en Italie, encore que le Val d'Aoste ou le Trentin ont quand même un statut spécial. Je ne parle pas de l'Espagne, et même le dernier pays, c'est 99, en fait, c'est le Royaume-Uni, qui fonctionnait avant, grosso modo, sur le système à la française, donc centralisé, et qui a complètement éclaté. Donc la France... Exception, évidemment, puisque tout le monde sait que c'est le plus beau pays du monde, mais je ne doute pas que les Français, à un moment donné, se rendent compte que finalement, il faut faire comme tout le monde, et donc ils vont y venir. Si on prend, par exemple, la reconnaissance des syndicats, c'est 1825 au Royaume-Uni, c'est 1864 chez les Prussiens, là-bas, avec Bismarck, qui était quand même pas, au niveau démocratique, c'était quand même pas vraiment ça. Il a fallu attendre 1884 en France, et l'argument suprême, c'est « ça va donner des droits à des catégories socio-professionnelles, donc à des catégories de citoyens ».
Vous voyez que ça resserre. Ça revient toujours, ça, cette histoire Oui, ça de... resserre, bien sûr. Ça resserre, et donc, effectivement, il faut lutter contre ça. Mais enfin, on avait réussi en 1884, puisque les syndicats ont fini par être autorisés. Je ne doute pas qu'à un moment donné, même les minorités linguistiques ou nationales soient reconnues en France. Mais il va falloir quand même... Je ne sais pas si je verrai ça de mon vivant, parce que ça ne va pas très, très vite, quand même. Oui, on peut toujours mentionner cette Convention 4 pour les droits des minorités nationales qui a été ratifiée, enfin signée en tout cas par tous les États du Conseil de l'Europe. Donc là, on est sur une quarantaine d'États, je pense, sauf la France et la Turquie. Oui, l'exemple des syndicats que tu as pris est tout à fait intéressant. On pourrait parler aussi du droit de vote des femmes, c'est exactement pareil. Mais la question des syndicats, pourquoi est-ce que finalement on a consenti à revenir sur la règle révolutionnaire de l'abolition des corporations, etc. C'est parce que la situation a été telle, sur le plan de presque quasi... il y avait un syndicalisme anarchiste qui était là, qui faisait tout et n'importe quoi. Enfin bon, voilà, on sentait que le malaise était tel que ça devenait une poudrière et il fallait canaliser ça. La situation aujourd'hui, quelque part aussi, peut-être avec la négation des droits culturels qui ne coïncide absolument pas avec une vie démocratique normale, la manière avec laquelle on vit, la manière avec laquelle on se définit, hein, tout simplement, ça ne coïncide plus du tout. Il y a un sentiment aussi de ras-le-bol, et on le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe en Bretagne. Donc c'est peut-être aussi le moment, justement, de s'ouvrir à ces droits-là, justement. Quand on aura acquis suffisamment de maturité, on se rendra compte que les vieilles règles jacobines de la fermeture, tout ça, c'est ça qui désunit la société et c'est ça qui nous envoie dans le mur parce qu'on va développer comment notre économie sur la base d'une architecture administrative. Pareil, c'est vrai que la France, c'est une hérésie, quelque part. On parlait de télévision, mais le budget de la région Bretagne, c'est quoi? Évidemment, c'est la région Bretagne qui devrait avoir l'argent, le statut, les fonds, la fiscalité adaptée, une forme d'autonomie fiscale, oui, bien évidemment. On rajoute 2 zéros au budget, et puis voilà. Et on peut effectivement mettre, ça serait beaucoup, hein, ça serait bien, on pourrait mettre en place une véritable télévision publique. Au début, ça serait pas terrible l'audimat, je suis assez d'accord pour les émissions en breton, mais avec un mouvement de fond et la création audiovisuelle. On a énormément d'histoires extraordinaires en Bretagne qui sont complètement dans les cartons, qui ne sortiront pas, qui ne peuvent pas sortir parce que tout ça se fait à Paris et que Paris, ils ne savent pas que la Bretagne existe. Donc on a énormément de choses, on a un regard sur le monde à donner, à mettre en place et tout ça, on ne peut pas le faire. Donc ça renvoie à la question évidemment de l'architecture juridico-politique française et le rapport État-région qui doit être littéralement refondu. C'est une révolution copernicienne qu'il faut. Je reprends au rebond ce que tu dis, donc on est d'accord, enfin, si je comprends bien. Encore 2 minutes et après, je pense que le public a beaucoup de questions. Je reviens sur cette histoire de mettre 2 zéros en plus au budget de la région. Je pense que c'est une bonne idée. Une région à 5 départements, on est bien d'accord, parce que sinon ça n'a pas trop de sens. Ça joue aussi pour l'avenir de la langue bretonne. On est d'accord que tous les pays de l'Union européenne qui fonctionnent sur un mode fédéral d'autonomie, donc que ce soit au Pays de Galles ou que ce soit en Écosse, donc je rappelle, l'Écosse vote un référendum pour son indépendance en septembre prochain. Bon. Nous, on parle encore de régionalisation, peut-être idem en Catalogne. Donc, ce qui manque, c'est un réel pouvoir politique en Bretagne. Enfin, le mot est lancé. Autonomie, c'est ce qui manque, clairement. Autonomie, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on revient de loin et puis on a aussi des représentations dans nos têtes, mais en même temps, tout ça, ça évolue. Moi, j'aime bien le concept de souveraineté partagée parce que ça correspond pas mal à ce que nous sommes. Partagée par qui, entre qui et qui? Entre l'État français, entre nous en Bretagne, évidemment, parce qu'on a des questions qui ne concernent que nous et qui concernent absolument l'État français. La langue, c'est une question bretonne, la langue bretonne. Effectivement, on ne peut pas en vouloir à des députés de la Nièvre ou de Roubaix de voter contre ou pour ou s'abstenir de voter pour la langue bretonne. On peut leur en vouloir. Ouais. Oui, je veux dire... Des députés du 7e arrondissement de Paris. C'est peut-être pas forcément certains les plus obtus. Mais bon, non, le problème, c'est qu'on a aussi une pluralité, une diversité linguistique. Je veux dire, on va pas... soit on est humaniste et il y a les droits de l'homme, et c'est quelque chose qui... parce qu'il y a la démocratie, mais il y a aussi les droits de l'homme. Et donc le respect et la diversité linguistique et culturelle, c'est un fondement des droits de l'homme. Donc c'est pour ça qu'effectivement,
peux le leur dire. C'est pas très normal, effectivement, de le refuser. D'ailleurs, le vote de la charte est assez... c'était très bien parce qu'on a eu Guénaud qui a été caricatural au dernier degré. On l'a tous vu, oui. On a eu aussi Mélenchon qui nous a écrit pour la première fois aux députés en leur disant que surtout il ne fallait pas ratifier. C'est marrant, j'aurais cru qu'il nous aurait dit surtout ne votez pas le machin des retraites, là c'est dégueulasse pour les travailleurs, ou l'ANI c'est asservir les travailleurs. Non, non, du tout, là, on n'a rien eu. Par contre, contre la charte, oui, ce qui prouve bien que finalement derrière un aspect social, c'est d'abord un bon gros nationaliste français borné. Mais bon, oh, je suis désolé, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde du front de gauche, mais bon, il y a des choses comme ça qui m'énervent, faut quand même le dire. Donc, alors, oui, il y a effectivement besoin d'avoir une région qui soit forte, je dirais, forte déjà dans son esprit. Parce qu'on a bien vu que petit à petit, quelquefois j'avais des images un peu, peut-être un petit peu rentre dedans, bon ça m'arrive quand même, hein. Bon, je suis désolé, je m'en excuse auparavant, mais j'avais dit à propos de Le Drian, j'avais dit Le Drian c'est le premier président de la région Bretagne. Les autres avant c'était des gouverneurs coloniaux. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est quelqu'un qui a commencé à penser ce qu'on pouvait faire en Bretagne, j'allais dire pour les Bretons, et avoir une idée de ce qu'on pouvait amener. Alors que les autres, je pense qu'ils n'en ont pas eu au départ. Quelquefois, ils ont un peu laissé faire. Enfin, je pense à Doran. Avant, ils n'en avaient franchement pas. Donc, Yvon Bourges, par exemple. Grand homme. Non, je plaisante. C'est un grand administratif de la République qui a commencé comme gouverneur en Afrique équatoriale française, il me semble, ou quelque chose dans ce goût-là. Donc, bon, bref, ça a dû laisser des traces. Et donc, dans le projet de décentralisation qui arrive, qu'on attendait, nous, en tant que députés, et qu'on se dit, parce que quand on a vu les métropoles, on s'est dit, métropole, c'est peut-être bien pour Rennes, mais bon, moi, appeler Hermel, métropole, pas grand-chose à faire. Et puis, je trouvais que finalement, en Bretagne, bon, on en a peut-être 3 avec Nantes, Rennes et Brest, mais enfin, il y a quand même tout le reste. C'est quand même quelque chose. Donc, ça n'était pas enthousiasmé par les métropoles, hein. J'ai été un peu, quelquefois, c'est ça mon particularisme. Comme je suis dans un petit groupe, je peux un peu dire ce que je veux. C'est un côté pratique. Mettre un peu de poil à gratter de temps en temps. Je leur avais dit comme ça, vous avez le choix entre une structure administrative de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la commune, le département et l'État, et une structure administrative de la fin du XXe siècle, donc le pays, la région, l'Europe. Il dit, il faut choisir le bon. Donc, quelquefois, comme ça, puis j'avais proposé un amendement de suppression du département qui a fait beaucoup jaser à un moment donné. Mais bon, alors c'était un amendement, comme avait dit le rapporteur de la loi, qui est bien sympathique, avec qui je m'entends bien, il m'a dit c'est un amendement de discussion, effectivement. Je ne pensais pas qu'il pouvait passer. Mais dans la proposition du pacte d'avenir derrière et de la loi de décentralisation, parce que c'est là que ça va se jouer, il y a une chose qui, moi, me paraît très importante, c'est dans les compétences de la région, que ce soit des schémas prescriptifs pour l'économie et pour l'aménagement du territoire, avec le pouvoir réglementaire derrière. Le pouvoir réglementaire, c'est quoi ? C'est souvent la loi, c'est des grandes lignes. Mais ça ne rentre pas dans le détail. Et après, ceux qui rentrent dans le détail, c'est les administratifs qui écrivent, et ils sont tous issus de l'administration centrale. Quelquefois de père en fils ou en fille, d'ailleurs. Et ceux-là, ils sont formés à l'image jacobine, je dirais, à l'idéologie, voire à la religion de l'État français. Et ils ont un peu de mal à comprendre, même quelquefois, ce qui se passe réellement sur le terrain, honnêtement. Parce que même au niveau économique, des fois, pour leur expliquer, au niveau agricole, par exemple, ils disent à partir de telle date, on n'a pas le droit d'épandre ceci ou cela. Ah bon ? Alors, quand on a un mois de mars où on a 10 cm de neige parce que ça arrive, bon, là, on comprend bien, effectivement, qu'on n'épande pas. Mais quand on a un mois de mars, où le 20 mars, il fait 18 degrés dehors et que ça minéralise à donve, comme disent les jeunes, là, par contre, non, on ne peut pas épandre. Donc, c'est complètement idiot, mais ça passe par des choses comme ça. Donc, quand on est après sur le terrain, on dit, mais attendez, là, ça ne peut pas fonctionner. Bon, voilà à quoi on se heurte. Donc, moi, je crois beaucoup à ce qu'effectivement, une partie de ce pouvoir réglementaire, le maximum, je dirais, vienne en Bretagne, parce que ce sera quand même pour nous un sacré bol d'air. Donc, je pense que c'était un genre de mot de la fin pour conclure, du coup. Non, puisque, effectivement, on est tous à peu près d'accord.
qu'est-ce qui manque vraiment concrètement aujourd'hui? Donc, vous avez les pleins pouvoirs là. Je vous donne les pleins pouvoirs sur tout. Qu'est-ce que vous faites pour la langue bretonne? Vraiment pour avancer. Parce que là, on parle de revitaliser une langue quand même qui est, comme je disais, en train de mourir. Il y a un creux de génération entre les 20-50 ans. Pas beaucoup de gens qui parlent breton dans cette génération-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour revitaliser la langue bretonne aujourd'hui, en termes législatifs, je parle? Une loi concrète, oui. En termes de droit, vraiment, puisque c'est vraiment le thème du débat ce soir. Et ensuite, je terminerai sur une citation de Malo Boissel-Dubourg. Je crois que c'est assez compliqué comme question parce que c'est très vaste, finalement. C'est être admis dans l'espace public, que ce soit quelque chose de tout à fait naturel, que la puissance publique encourage l'utilisation de la langue, que la région Bretagne ait les compétences, et y compris les compétences de nature législative qui nous concernent très directement et qui mettent en place des politiques de sauvegarde, de revitalisation, qui a un encouragement, un intéressement des gens à pratiquer cette langue, de façon à petit bien, remettre en place une dynamique tout à fait positive pour arriver un jour bien, à nouveau à une transmission maternelle. Voilà, et puis c'est une richesse de toute façon. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais moi je vois surtout la loi et la sphère publique comme un préalable à tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. On n'a même pas ce préalable-là. Après, effectivement, c'est aux Bretons, c'est au peuple de se prendre par la main, mais en même temps, je crois qu'il faut être optimiste parce qu'on revient de tellement loin que quelque part, il y a une envie aussi assez forte quand même de faire bouger les choses. Et plus ça ira, je pense, plus il y aura cette envie-là, parce que le système que nous connaissons aujourd'hui, jacobin, il est en train de s'effondrer. Il s'effondre sous nos yeux. Il n'y a plus de sous dans la caisse. En 2011, on a failli ne plus payer les fonctionnaires. Ça va revenir parce que le nombre de fonctionnaires, il augmente encore. Via les collectivités territoriales, etc. On crée des agences encore. Donc, de toute façon, le système jacobin, qui repose là-dessus, il est mort. Donc il faut inventer autre chose. Alors je parlais des 2-0 tout à l'heure, ça fait ridicule, parce qu'évidemment on ne va pas passer du jour au lendemain avec 2-0, mais il va falloir reconstruire autre chose. Reconstruire, et quand je parlais de souveraineté partagée, je crois que c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose de très vaste. C'est nous en Bretagne, c'est la France aussi, parce qu'on est français, on parle français, il n'y a pas de difficulté là-dessus. C'est aussi l'Europe, et c'est aussi au-dessus. Quelque part au niveau supranational, c'est-à-dire que le jour où on mettra un terme, on limitera le souverainisme, qui est un absolutisme et qui est peut-être la mère de tous nos dangers, ce souverainisme-là, ne l'oublions pas. Baudin, le théoricien français du souverainisme, de l'absolutisme, disait « le roi peut tout faire, y compris modifier la langue de ses sujets ». Baudin disait ça à l'époque de Louis XIV. Mais qu'est-ce qu'a fait l'État français? C'est ça, mais ça ne fonctionne plus du tout. On a changé complètement d'époque. Aujourd'hui, il faut dépasser le souverainisme, aussi au niveau supranational, pour que, au niveau humain, au niveau de l'humanité, on soit capable de voir au-delà de l'intérêt de l'État-nation pour régler les problèmes qu'on n'arrive pas à régler, la toute-puissance de la finance, par exemple. Les États ont abdiqué devant la finance, nous le savons, c'est un scandale. Le patrimoine humain, l'environnement, etc., qui est une menace lourde aussi, on voit bien avec les particules, etc. Donc le souverainisme, il faut le dépasser de toute façon, par le haut et par le bas. Ça va être dur de rebondir là-dessus. Vicente, si tu veux prendre la parole sur... Après des discours enflammés, je vais être plus technique, moi. En étant technique, effectivement, parce que toi, tu le vois au quotidien. Les blocages, à la limite, tu les vois au quotidien. Peut-être pas tous les jours, j'espère. Il y a quand même des situations qui ne sont pas que des blocages. Je garde le moral. Donc, en termes de droit, si tu as les pleins pouvoirs aujourd'hui pour l'Office de la langue bretonne, public de la langue bretonne, je crois que si on s'achemine vers une loi, ce qui est vraiment très important, il faut que la loi fixe des objectifs, et des objectifs avec des moyens qui permettent d'atteindre ces objectifs. C'est vrai que lorsqu'on parle des langues régionales, du breton, on se dit, voilà, c'est, comme tu l'as dit, l'UNESCO nous classe en danger sérieux d'extinction. On a l'impression à chaque fois qu'on est dans la sinistrose, qu'on s'en sortira jamais. Ça. Et en réalité, il y en a qui avancent. En Corse, qui est quand même sur le territoire de la République, on est sur la voie de la généralisation de l'offre. On a un texte signé entre l'État et la collectivité territoriale de Corse qui prévoit que chaque année, au moins 40% des postes d'enseignants bilingues
doivent aller pour l'enseignement. 40% des postes d'enseignants doivent aller pour l'enseignement bilingue. 40%. Cette année, ils sont même à 50%, pour vous dire. Pourquoi on n'a pas ça en Bretagne? Et si on a ça en Bretagne, on avance. Vous qui êtes ceux qui sont dans l'enseignement public à Bru pour l'enseignement bilingue à Duyé, vous avez eu quelques soucis quelquefois de création de postes, de remplacement. Quand on du côté du rectorat, de la direction académique, il n'y a pas d'enseignants. Bon. La région a mis de l'argent. La région a mis des bourses dont parlait Paul, pour former des étudiants dans les masters d'enseignement bilingue, un autre dispositif qui s'appelle DESC pour que les enseignants du monolingue puissent prendre un stage de 6 mois pour apprendre le breton, et ils sont aidés financièrement pendant ce stage. Les effets, on les voit. Cette année, au concours, il y a presque 2 fois plus de candidats que les autres années. On était à moins de 100 les autres années. Cette année, on est presque à 200. On est à 176 candidats. Donc la région, les collectivités territoriales ont mis l'argent. Et c'est positif. Ce sont des dispositifs qui marchent. Ce qui ne marche pas, c'est que du côté de l'État, le nombre de postes, lui, n'a pas augmenté. On est, en gros, pour l'enseignement public, autour de 20 postes, et puis l'enseignement sous contrat, à peu près autant. Donc ça n'évolue pas. C'est là que c'est pas normal. En Corse, c'est pas, nous on est autour de 10%, et c'est même pas inscrit de toute façon qu'on est 10%, mais on est autour de 10%. En Corse, ils ont 40%. Nous, il faut qu'on ait des dispositifs qui nous prévoient une montée en puissance, 20, 30, 40%, pour qu'on avance. Tout ça dans le temps. Et c'est au-delà des objectifs et des grands discours, qui sont importants aussi, parce que le symbolique, c'est important dans les esprits. Il faut aussi qu'on mette en place les dispositifs concrets, très concrets, qui nous permettent d'avancer sur les nombres de postes, sur c'est un peu technique, la loi de refondation de l'école, la loi Payon prévoit les TAP, les temps d'activité périscolaire. Vous avez peut-être entendu parler de ça, le temps qui est un peu libéré sur le temps scolaire. Pourquoi c'est en français les TAP? Dans les filières bilingues, pourquoi les TAP ne sont pas en breton? Dans les filières monolingues, pourquoi il n'y a pas d'étapes pour être sensibilisé à la langue bretonne? Ça, c'est des choses qu'il faut voir avec les élus et qu'il faut voir aussi en collaboration avec l'État pour qu'il y ait aussi des financements qui soient appropriés. Tout cela, on doit le gagner concrètement. Là, ce sont des dispositifs qui sont techniques, mais croyez-moi, en Corse, 40% de postes pendant 5 ans, vous voyez les effets sur le terrain, c'est plus du tout la même chose depuis que c'est en place. Nous, si on a ça qui se met en place, dans 5 ans, 10 ans, on ne sera plus à 15 000 élèves, ce qui est déjà une évolution positive. On sera à beaucoup plus. Et donc ces dispositifs techniques-là, il faut qu'on les gagne. Donc il y a des choses quand même. Paul, dernier mot pour... Oui, alors je disais que quand tu parles de souveraineté partagée, c'est déjà le cas, en fait, même en France, parce qu'ils ne le disent pas, mais on regarde les statuts de toutes les collectivités d'outre-mer, on est dans du fédéralisme. On regarde, et même on est dans le fédéralisme européen, parce que nous autres, quelquefois, ce qu'on met en droit français, c'est quelquefois des règlements européens qui nous arrivent, sur lequel on a une marge de manœuvre qui est quand même assez limitée. Donc je dirais, de ce côté-là, c'est déjà fait. Alors c'est vrai que le côté infranational, c'est un peu plus compliqué, parce que, c'est historique aussi, hein. La France s'est d'abord construite contre les États qui préexistaient, pour être clair. Puisque je ne vais pas revenir, mais enfin, 1532, je pense qu'un certain nombre d'entre vous doivent savoir ce que c'est. Sur les conditions, je pense qu'il faut bien comprendre la demande sociale, la réponse de la demande sociale, et la structuration, parce que c'est important. Et quand je parle de structuration, je dis aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on peut avoir des enseignants, pourquoi est-ce qu'on peut dire, tiens, demain, effectivement, moi, je dis, les instits, il faut qu'elles soient toutes bilingues breton-français. Demain, éventuellement, je peux le faire. Je peux le faire parce qu'on sait comment faire, on a des enseignants formés pour le faire, et donc on peut, alors ça mettra un certain temps bien sûr, mais on peut y arriver, je dirais, en une dizaine d'années, on peut arriver à ce que tous nos enseignants premier degré soient bilingues. Ça peut se faire. Est-ce qu'on a une... Donc ça, c'est dans nos têtes. Il faut faire sauter les verrous, petit à petit. Mais ça se fait forcément petit à petit.
C'est pas toute nouveauté provoque forcément un certain raidissement. Donc c'est vrai qu'on n'arrivera pas à 100% tout de suite, mais c'est une possibilité parce qu'on a derrière déjà une expérience associative non négligeable et des acquis. Et pour le galop, on n'a pas tout à fait le même acquis. Donc il faut peut-être travailler de façon à déjà avoir ces acquis-là pour pouvoir passer à autre chose après. Donc, mais l'enseignement, ça me paraît primordial. L'enseignement, la signalétique, évidemment les médias, parce que pour l'instant, les médias, on est à portion congrue, que ce soit en breton, que ce soit en gallo, évidemment. Et ça me paraît fondamental. Tant qu'on ne verra pas, y compris, moi, les émissions en breton sous-titrées en français, ça ne me gêne pas. Parce que, à partir de ce moment-là, on voit bien que c'est en breton, et à partir de ce moment-là, ça permet de montrer la langue. Et ça me paraît beaucoup plus utile qu'un texte administratif. Donc c'est là-dessus que je jouerai en priorité. Donc on a j'allais dire, il faut bien faire attention. On a raté le coche de la régionalisation de la télé. Alors je ne sais plus en quelle année c'était, mais quand ça a été abandonné... Voilà, juste avant l'élection de Chirac en 2001, parce que c'était prévu. Donc pendant 10 ans, ça n'a pas bougé. Tiens, c'est marrant, la charte, pendant 10 ans, ça n'a pas bougé non plus. Tiens, c'est marrant. Enfin, bon, je ne voudrais pas faire de politique politicienne, hein, mais enfin bon. Bref, donc pendant 10 ans, ça ne bouge pas. Là, on va avoir quelques fenêtres de tir. Il ne faudra pas les rater, sinon on va encore perdre 10 ou 15 ans. Hein, c'est comme ça que ça marche. La soupe n'est resservie qu'à un laps de temps. Et donc là, c'est collectivement qu'il faudra effectivement réussir. Moi, à ma place, vous à votre place, et puis évidemment avec l'ensemble. Trugarevraz. Je vais finir sur une citation de Malo Boissel-Dubourg. Ensuite, je vais vous donner la parole si vous avez des questions. Donc, Malo Boissel-Dubourg, il est directeur de produits en Bretagne. Il a été élu Bretonnant de l'année pour l'année 2013. Donc, les prix qui sont France 3 et l'Office public de la langue bretonne. Et donc, il disait la chose suivante, donc je vais le dire en breton d'abord et ensuite je vais traduire en français. Malo Boissel-Dubourg disait « Evel malavar et Charles Argal, a rabat crédit et queho en aval melen en orbic, au chaume da selet ou zaniol, epsturm ne snetra da hortos. Gant ar vretoned en inie a vo roed un dazon d'ar brezronek, aneke gant ar reo deus gred o seiz gwelan a hed a c'hanvejou evit laha anean. » C'est Charles Argal qui disait « Il ne faut pas croire que la pomme nous tombera toute cuite dans le bec alors qu'on reste à bâiller aux corneilles sans lutte, il n'y a rien à attendre. » Et c'est vrai, ce sont les Bretons qui donneront un avenir aux Bretons et non ceux qui ont fait tout leur possible au fil des siècles pour le tuer. Voilà, sur cette petite parole de Malo Boissel-Dubourg. Est-ce que vous voulez poser des questions aux intervenants ici présents ? Prenez le temps de... Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'idées ont été émises. Donc vous avez le droit à 10 secondes de réflexion. Micro. Bonsoir. Donc on a parlé de charte, on a parlé de loi. Mais je crois qu'on a surtout parlé de se rassembler et de faire. Ma crainte, je ne voudrais pas être du coup pessimiste par rapport à ce que vous dites, et c'est aussi pour rebondir sur la citation que vient juste de faire Manuel. J'ai pas l'impression, en travaillant sur divers projets, je parle de la langue bretonne uniquement, en Bretagne, j'ai pas l'impression qu'au niveau des Bretons, de la population, des locaux, on aille tous dans le même sens. Et à part quelques associations, j'ai peur que pour peser, pour faire, pour cette dynamique dont vous parlez, il faudrait qu'on soit plus nombreux. Voilà, moi, ce que je vis au quotidien, c'est qu'il y a des gens en Bretagne, donc vous imaginez à l'extérieur, la langue bretonne, ils s'en fichent, quoi. Donc, et ça, je l'ai vécu très, très, très souvent. Donc voilà, c'est peut-être pas tout à fait une question, c'est plus une remarque. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà au niveau de nous, de notre région, pour sensibiliser les Bretons à la langue bretonne et à la sauvegarde de la langue bretonne? Comment peut-on peser si
nous tous ensemble, déjà, on ne va pas dans le même sens, quoi. C'est ça, en fait. Alors, il ne faudrait pas croire que tout le monde dans une société marche de manière univoque. Le problème après, c'est comment on traite éventuellement nos minorités ou comment nous, Donc, il faut bien comprendre d'où on vient. Donc, le sentiment de la honte, puisque les meilleurs pourfendeurs, finalement, de la langue bretonne, voire ceux qui l'ont tué, c'est quand même les instituteurs qui étaient, pour la plupart, bretons. Donc, on a, j'allais dire, collectivement, à un moment donné, puisque c'était l'ascension sociale, puisque c'est ce que nous demandait notre État, eh ben, on a accepté ce genre de choses, quelque part. Donc, on vit là-dessus. Et donc, quand arrive quelqu'un, et puis ça fait penser aux anciens qui disaient, bah, tiens, un Tommy ici, c'est un goulet d'Arvugale au Constanzon, et Erskolio, vraiment, avec Pobon-Bien, et Skoen Varnom, quoi. Donc les anciens disaient, ouais, autrefois on nous tapait dessus quand on parlait breton à l'école, et maintenant là qu'ils apprennent le breton. Bon, va t'en comprendre. Donc, quand on a ce sentiment ancré quelque part, il faut d'abord détruire la honte avant de pouvoir, si tu veux, s'attacher à quelque chose. Donc le problème, il est là, c'est qu'un certain nombre refluent finalement l'image qu'ils peuvent avoir de la Bretagne, fantasmée ou réelle. Mais il y a beaucoup de choses qui changent. C'est-à-dire que une partie... notre histoire a été difficile au XIXe siècle. Nous sommes passés à côté de la révolution industrielle. Donc, ils ont lié la culture, ils ont mis finalement sur le dos de la culture et de la langue le déficit, j'allais dire, économique que nous avions. Et tout le monde a dit, bah oui, c'est parce qu'ils parlent breton, ils sont cons, donc forcément, ça ne les ouvre pas, et forcément, ils sont sous-développés. Depuis les années 50, et on l'a bien vu avec les années 70, cette mentalité change. Mais ça ne veut pas dire que l'autre a disparu. Donc, elle est toujours là. Et effectivement, alors certains ont des idées plus ou moins farfelues sur la chose. Donc, il ne faut pas non plus... faut l'accepter tel que. Il faut leur dire non, moi je ne pense pas, pour telle et telle raison. Donc, il faut accepter le dialogue, en tout cas avec ceux qui ne sont pas bornés, parce qu'il y en a aussi. Et je crois qu'on marque des points quand même globalement. Moi, je le vois à l'Assemblée nationale. Je vois la différence sur la décentralisation, par exemple, entre ce qui sort au Sénat et ce qu'on sort à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on est beaucoup plus régionaliste. Au Sénat, ils sont départementalistes encore. Alors, ce qui fait que, bon, ça forcément, entre les deux assemblées, ça coince un peu. Mais l'histoire, par exemple, la diversité culturelle, la nécessité de faire quelque chose pour les langues régionales, bon, pas trop loin non plus, parce que bon, on a une histoire, c'est acté. Globalement, dans le monde politique, c'est quand même acté. Donc après, localement, effectivement, on peut avoir des résistances, des gens qui ne comprennent pas, parce qu'on leur a dit à un moment donné, mais il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a... je pense qu'on est quand même de plus en plus nombreux quelque part. Et on le verra le jour. Pourquoi est-ce que, par exemple, l'histoire des panneaux bilingues, ça ne s'est pas passé? Parce que c'est des gens qui ont dû s'arranger pour... je pense des souverainistes bien bornés qui ont dû s'arranger pour qu'ils connaissaient un juge quelque part, donc ils se sont arrangés entre eux pour faire le truc, et le juge leur a donné raison. Mais tout le monde s'est dit, là, mais attendez, vous allez nous foutre le bordel, là. Parce que quand on est politique, il y a déjà assez de bordel comme ça. Et puis on a déjà assez de boulot à régler tout ce qu'il faut. Donc en plus, on dit, bah, nous en créez pas plus, hein, parce que bonjour, on a déjà qu'on n'arrête pas de courir. Donc, et on s'est dit, mais attends, s'il faut enlever tous les panneaux bilingues, mais c'est même pas du conservatisme, c'est de la réaction. Carrément. Et donc, il n'est pas question qu'on revienne en arrière. Donc là, il faut avoir confiance en soi. C'est vrai qu'on va se prendre des râteaux, mais on avance, et on avance de plus en plus. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on nous a refusé les moyens modernes de pouvoir faire passer nos langues. C'est-à-dire les médias, l'enseignement, etc. On est en train de faire sauter ces verrous petit à petit. Et quand on voit le changement de mentalité qu'il peut y avoir, par exemple, quand il y a une classe bilingue, de la plupart des parents, et quand ça marche bien, en plus, les parents regardent et disent « c'est vrai qu'ils parlent breton ». J'ai même vu des inspecteurs anti-bretons primaires qui rentraient dans une classe bilingue avec des gamins qui parlaient breton. Ah oui, quand même. Ah oui, parce que c'est une compétence linguistique.
C'est une compétence culturelle, c'est une compétence linguistique. Quand vous voyez ça, même ce gars-là se disait, bah merde, oui, quand même, il parle breton, quoi. Donc c'est une compétence, c'est quelque chose. Bah oui, mais et à partir de ce moment-là, on est en train de. Je ne sais pas si vous voyez tout le discours sur le bilinguisme, tout ça, ça mord. Tout le monde le comprend. Tout le monde dit aujourd'hui, bah oui, quand on apprend 2 langues plus jeunes, bah oui, on est plus compétent. Ça y est, on a réussi à faire passer cette idée-là. Alors ça prend du temps, mais je dirais, alors après, l'idée de la Bretagne, tout ça, mais c'est petit à petit, la société change et on est en train effectivement de faire une révolution culturelle. Alors, de temps en temps, bon, forcément, on va tomber sur des gens qui pensent de l'ancienne façon. Et c'est aussi le renforcement du fédéralisme, je pense, qui va aussi réidentifier les régions. Oui, tout est absolument... Non, oui, je pense que c'est tendre vers un fédéralisme des régions, quelle qu'elle soit en France, qui va renforcer les identités de ces régions. Bien sûr. Et aussi bien sûr au niveau des langues régionales que de ceux qui ne sont pas intéressés par les langues régionales. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le peuple en lui-même, il fait bouger le droit. On a des institutions qui, à leur niveau aussi, vont produire des choses, vont modifier d'ailleurs les mentalités. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'on a gagné la bataille de l'image déjà, faut voir d'où on vient. Et en même temps, on vit dans une société où chacun a ses soucis, une société moderne, individualisme, américanisé. Il y a beaucoup de monde dans les syndicats. Il n'y a personne, je crois. Il n'y a plus personne, hein, il me semble. Bah, voilà, parce que les gens, c'est pas simple. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, tout le monde va se lever et va dire il faut faire bouger les choses, etc. Mais ce qui se passe en Bretagne actuellement, c'est quand même pas loin ça. Parce qu'il y a eu des manifestations très, très importantes il n'y a pas si longtemps que cela, où la question identitaire et la question de la langue, elle est posée et elle est partout. Elle est partout, la langue, là-bas, dans les manifestations. Donc, il est en train de se passer quelque chose. Et quelque part aussi, la volonté, c'est le plus important, c'est ce que disait la citation, la volonté, effectivement, que la volonté soit dans le peuple, dans les gens qui sont en situation de responsabilité, je n'aime pas trop parler des élites, mais les gens qui sont en situation de responsabilité, ouais, voilà, oui, on peut, eh bien, soient aussi les dépositaires de cette volonté-là et qu'ils la relaient. Voilà, fortement. Voilà, parce que derrière, ils savent bien que de toute façon, il y a une volonté forte, même si on ne va pas tous se lever tous les matins en disant la langue, il faut... Non, mais pour autant, c'est une aspiration tout à fait forte. Et en termes de volonté, voilà, la question des élus que tu disais à l'instant, c'est fondamental. Parce qu'au moment où il y avait 40 000 Bretons dans la rue, avec des slogans très clairs, eh bien, l'État français négociait un statut constitutionnel avec les élus corses. Et les Bretons étaient dans la rue. Bon, pourquoi ? Parce que les élus corses, ils ont demandé fortement. Voilà. Et nos élus aussi bretons, il va falloir qu'ils demandent fortement et peut-être plus clairement et de manière plus massive. Je pense qu'on doit aller vers là. Une question donc Yvon Olivier. Quand on parle donc du mouvement donc on voit en ce moment avec les bonnets rouges, donc une des revendications, ce n'est pas uniquement la langue bretonne, il y a d'autres revendications. Mais ne croyez-vous pas que le développement de la langue bretonne passe plus par ce type de mouvement qui fédère donc des bonnes volontés bretonnes, même d'autres types d'États, que de débats à l'Assemblée nationale, de chartes à ratifier? Parce qu'on a vu quand même, quel que soit le bord politique, on a vu quand même une absence très importante des hommes politiques bretons, voire même un appel à ne pas participer à ces mouvements populaires. Et par contre, ces mouvements populaires, justement, de par leur diversité, ont mis en avant la langue bretonne, pas seulement par rapport à son enseignement, ce qui est très important, mais surtout par rapport à sa place dans la société civile, notamment en demandant une télévision bilingue. Ouais. Moi, je pense que tout est lié, la volonté du peuple, avec les élus. Alors les élus, leur rôle, c'est pas de freiner, c'est pas de dévier non plus les aspirations, même si un mouvement qui germe comme ça peut faire peur en termes d'ordre public. Évidemment, ils sont aussi comptables de ça, ils vont pas faire n'importe quoi. Hein. Mais en même temps, il faut relayer, canaliser, porter la parole.
Et là, effectivement, je pense qu'il y a encore mieux à faire, mais c'est pas, normalement, ça ne devrait pas être le peuple contre les élus ou les élus contre le peuple. Ça doit aller tout ça dans le même sens. Ça veut dire qu'on doit être capable de se parler, de comprendre, de se rencontrer, de faire porter les messages. C'est le rôle, effectivement, de nos élus, mais il y en a qui le font aussi. Donc tout n'est pas aussi noir que ça, mais peut-être, moi j'entends beaucoup, j'essaye d'entendre beaucoup ce qui se dit de la part de nos élus. Je ne trouve pas toujours ce que j'aimerais entendre. Bon, voilà, mais effectivement, mais logiquement, ça doit aller dans le même sens. Si ça ne va pas dans le même sens, il y a un problème. Goulénois, Lazo. Il me semble avoir déjà répondu à la question. Si tous les élus bretons étaient montés à Paris en disant non, ce mouvement-là, il faut le tuer dans l'œuf, terminé, on aurait eu pas mal de cartes de CRS et de machin, et puis on sait la manipulation policière, ce que ça peut faire, etc. Donc, non, je crois il était clair, parce que bon, moi j'ai pu le dire déjà, y compris publiquement d'ailleurs, puisque j'étais à Quimper et à Carhaix, que je voyais très bien l'ensemble de ces manifestations, on voyait très bien les gens qui y étaient aussi, et que ce n'était pas ce que racontaient certains à Paris. Donc, et je crois que le message est en fait en train de passer, puisque quand on voit Urvoas, par exemple, qui propose quelque chose qu'on demandait depuis nous de fort longtemps, c'est-à-dire une collectivité unique en Bretagne, on voit bien que ça rebondit sur l'histoire de la réunification aussi. Donc il y a des messages qui sont portés à Paris. Alors après, effectivement, il faut avoir un certain poids pour que ça change. Et il faut que ça dure dans le temps. Parce que la politique, ça ne marche. Si c'est un feu de paille, ça ne dure pas. Donc il faut effectivement que ça puisse durer un certain temps pour capitaliser. Sachant qu'on avance toujours que par pas, par-dessus le marché. Mais bon, moi j'ai bien l'intention de faire que ce pas soit le plus grand possible. Je suis un optimiste de nature, vous avez dû remarquer. Y a-t-il d'autres questions? Oui, une question de Christophe Simon. Oui, on a entendu parler, notamment en Alsace, de communes qui souhaitaient appliquer la charte à leur niveau. Donc, qu'est-ce que vous en pensez pour le cas de la Bretagne? Est-ce que les collectivités auraient intérêt à s'emparer des différentes alinéas de la charte pour les appliquer à leur niveau? Bien sûr, elles peuvent le faire en plus, puisque le Conseil constitutionnel a dit que les 39 articles n'étaient pas anticonstitutionnels. Donc on peut le faire. Pourquoi en Bretagne on n'entend pas parler? On n'en entend pas parler parce que sans doute c'est souvent la région en Bretagne qui donne l'impulsion chez nous. Parce que quand vous parliez de fédéralisme tout à l'heure, on a quand même un léger petit problème en France. C'est que autant il y a des régions qui sont bien identifiées, qui sont cohérentes, autant il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et si vous prenez Rhône-Alpes par exemple, j'ai eu une discussion avec un collègue fort sympathique qui est de Vienne. Et puis c'est un breton d'origine en plus. Il est élu de là-bas. Et puis il me dit, oui, mais vous, c'est normal. Vous êtes breton. Il dit, nous, on n'est pas rhône-alpin. Et effectivement, donc, l'une des difficultés qu'on a et sur lequel il faudra arriver, mais là, on tombe sur le dogme de l'unicité, c'est d'avoir un fédéralisme différencié. C'est-à-dire que non, tout le monde n'est pas à la même tambouille. Tout le monde, moi, j'en ai marre d'être au menu, je vais être à la carte. En gros, mais oui, mais c'est ça. Et en Bretagne, c'est la même chose. On doit pouvoir avoir quelque chose, donc de laisser de la souplesse. Et c'est vrai que dans la Constitution, c'est quand même bien bétonné. L'histoire de l'expérimentation, par exemple, on peut expérimenter, mais au bout de 5 ans, ça doit être généralisé à tout le monde. Donc on a trouvé un petit biais pour pouvoir passer, c'est la délégation de l'État qui délègue directement à une collectivité locale. Bon, une fois que ce sera délégué, à mon avis, il ne le reprendra pas. Mais en tout cas, pas maintenant. Mais donc c'est tout ce qu'on a trouvé pour faire de la différenciation, effectivement. Et quand vous prenons Midi-Pyrénées, par exemple, vous avez l'Aveyron. L'Aveyron, c'est le Rouergue. C'est intermédiaire entre l'Auvergne et puis... mais c'est dans la zone occitane. La zone occitane, elle est tellement grande, ils n'ont jamais eu un État, ils n'ont jamais eu...
On pourrait parler, pour nous, c'est pas compliqué de parler de minorité nationale, parce que c'est clair, on est une minorité nationale. On a eu un État, etc. Les Occitans, c'est une minorité linguistique, c'est pas une minorité nationale. Donc, comment on fait pour gérer cet espace-là ? Est-ce que l'échelon régional est vraiment le mieux adapté ? Donc, il y a quand même pas mal d'interrogations. Autant pour nous, c'est clair et simple. C'est la Bretagne à 5 départements, terminé. Autant pour d'autres. Donc c'est là où on va avoir des discussions et à mon avis, on va voir finalement des difficultés sans doute. Oui, vous avez un peu devancé ma question, mais vous avez dit souplesse, vous avez parlé d'un dispositif technique qui permet d'organiser ce que moi j'appelle le laisser-faire. Parce qu'il y a quelque chose qui est phénoménal en France, quand on discute avec d'autres gens dans d'autres pays d'Europe, c'est qu'en France, il n'y a pas ce laisser-faire. C'est-à-dire que, vous parliez des députés de la Vienne et tout ça, bon, s'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi nous, on a besoin de ces outils-là, qu'ils nous laissent faire. Et il manque, je trouve, en France, je ne sais pas du tout comment ça se formalise, vous avez donné des pistes qui sont intéressantes, d'organiser ce laisser-faire. Et quand vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, mais quand on discute avec des hauts fonctionnaires d'État, ils ne sont pas outillés pour admettre ce laisser-faire. Et c'est quand vous discutez avec eux, vous vous dites, mais ils vivent sur quelle planète ? On rejoint le liberté, égalité, fraternité en breton sur les lycées. Je ne sais pas comment faire formaliser cette chose pour qu'elle soit compréhensible par même pas des non-initiés, mais pour qu'il y ait une organisation de se laisser faire. Vous avez un petit peu devancé. Alors, on a des administratifs qui sont remarquables, mais on en a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est quelquefois, je plaisante un peu, mais bon, vous avez vu que j'étais un peu facétieux, donc vous ne serez pas offusqués. Je dis, ils ont fait, comme disait Coluche, les avocats, ils font 3 ans de droit, les hommes politiques font 3 ans de droit, tout le reste de travers. Nos administratifs, c'est du moment que c'est conforme au droit, ça peut être tout de travers sur le terrain, ils s'en moquent. Et c'est un peu ça. Donc, ah bah oui, mais c'est conforme au droit, donc, ou en tout cas à la vision qu'ils ont du droit. Hein, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Et on a du mal à leur faire... On n'est pas dans j'allais dire, c'est pour ça que je suis quelquefois, moi, un peu en décalage, parce que moi, je suis un pragmatique. Je serais sans doute beaucoup plus à l'aise chez les Britanniques, parce que, pour moi, j'ai un objectif, je veux y arriver, donc je prends les moyens qui m'amènent à cet objectif. Et puis après, si le droit m'emmerde, je le change. En France, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc on est dans un État qui s'est fait par le droit en partie, qui s'est fait par l'armée aussi et par l'administration. Et donc effectivement, on est dans une autre logique. Et c'est dingue de voir quelquefois le temps que je perds finalement à lutter contre des choses comme ça. Et donc, pour répondre totalement à votre question, moi j'appelle pas ça le laisser faire parce que sinon on va nous dire vous êtes un anarchiste monsieur, vous voulez non, j'appelle ça le fédéralisme différencié. Ça existe d'ailleurs en Italie parce que certaines régions ont des statuts spéciaux que n'ont pas forcément d'autres régions en Italie. En Espagne, on a ça aussi, parce qu'en Catalogne ou au Pays Basque, ils ont quand même un statut spécial par rapport à Valence, par exemple, par rapport à l'Andalousie. Donc c'est ce type-là, à mon avis, auquel il faudrait arriver en France. Et par exemple, si on prend les départements, je pense qu'effectivement, en Bretagne, les départements n'ont plus de raison d'être. Je ne suis pas sûr que dans d'autres régions, il n'ait plus de raison d'être. Voilà, pour répondre clairement. Il y a aussi, il y a le droit, mais il y a aussi les ressorts psychologiques un peu particuliers. Il y a le droit, mais il y a aussi le ressort psychologique lié au mode de construction de la nation française. C'est la question du communautarisme, par exemple. Celui qui affiche une différence, malheur à lui. On se retourne contre lui directement et quelque part, c'est une logique un peu de bouc émissaire. C'est un peu comme si on avait du mal à faire la société avec l'autre, il fallait la faire contre l'autre. Alors celui qui déroge, celle qui met un voile sur sa figure, c'est monstrueux, alors que on pourrait très bien les laisser passer sur la voie publique et ça peut foutre après tout. L'école Diwan, l'école Diwan au début, on a été accusé d'être une secte par certains ministres, donc ça va quand même très très loin. Donc
Il y a Mélenchon, Ferry aussi. Ouais, Ferry aussi, ministre de l'Éducation nationale, philosophe. Voilà, ça pose question. Donc, il y a des ressorts psychologiques qui sont profonds, qui expliquent beaucoup de choses, parce qu'il faut démonter tout cela. Et quelque part, le système, il repose aussi sur l'intériorisation de la culpabilité par nous-mêmes. En tant que, voilà, on se sent coupable d'être ce que l'on est. Voilà, alors que c'est faux. Au contraire, ne nous sentons plus coupables et on fait exploser le système qui repose que sur notre culpabilité intériorisée. Voilà. Et également, celui qui est auteur et qui est responsable, lui se sent victime. Hein, il est, on va dire, culture majoritaire, donc il serait plutôt du côté des dominants, qui a tué la culture de l'autre, mais il souffre à l'idée de voir quelqu'un qui déroge d'une manière ou d'une autre. Donc on a un cheminement complètement inverse, on a une reconstruction à opérer, nationale également dans la tête, et dans la tête de chacun de nous. Il n'y a qu'à voir nos parents, ils sont coupables d'être ce qu'ils sont. Alors, c'est pour ça que la langue ne nous a pas été transmise. Voilà. Et on a encore du chemin à faire. Une dernière question avant de... Deux dernières questions. Deux. Soyons fous. Je la pose en folie. Alors, trois dernières questions du coup. Vous avez touché à plein de choses qui m'ont permis de formaliser des choses que je sentais et que je n'arrivais pas à formaliser, parce qu'elles sont complexes. Il y a une chose que j'aimerais bien, sur laquelle vous exprimez, c'est la mésinformation qui est en France sur tous les mécanismes que vous décrivez. Mésinformation, ça, typiquement, il y a plein de choses qui se passent ailleurs en Europe ou dans d'autres pays qui sont tout à fait vécues comme normales. Et puis quand vous expliquez à un Français, ah, ça se passe comme ça là-bas, moi, il va se dire, ah bon, t'es sûr? Il vous croit à peine, en fait. Alors que ce sont des choses, dans d'autres pays d'Europe, il n'y a aucun problème à admettre ces choses-là. Et pourquoi ils ne le savent pas? C'est parce que tous les médias, qui sont plutôt branchés sur Paris, effectivement, ne véhiculent pas ces choses-là, qui sont des choses qui sont de culture générale, en fait. Parce qu'on a touché les verrous, est-ce qu'il n'y a pas un verrou aussi? Il y a bien sûr un verrou à ce niveau-là. Et je serais un peu méchant, je dirais que les Français sont un peu en train de se regarder le nombril. Et qui se regardent eux-mêmes. Et enfin, quand je vois à l'Assemblée nationale, c'est quand même assez dingue. Quand je vois tout le monde qui est aux 4 colonnes là, pour interviewer machin sur la connerie qu'a fait Sarkozy ou le truc comme ça, est-ce que c'est ça qui va nous faire avancer concrètement sur le terrain? Je dis toujours, pour passer à la télé, c'est pas compliqué. Vous dites une grosse connerie et vous passerez à la télé. C'est tout. Hein. Quand on est député, c'est comme ça qu'il faut faire si on veut passer à la télé. La seule fois où j'ai fait le buzz, c'est quand j'essayais de trouver un proverbe comme ça, et puis je me dis, tiens, il y en a un peptrama zomat dagaout. Bon, et je l'ai sorti, et clac, le FUR me répond, et à ce moment-là, ça passe. Est-ce que les gens se souviennent même pourquoi je l'ai dit? Je vais vous le dire, c'était les simplifications administratives sur les installations classées protection de l'environnement, les éoliennes, etc. Et je disais au mec de l'UMP qui ne voulait pas le voter, je disais, d'habitude, c'est vous qui le demandez, les simplifications administratives, là, on vous en propose, vous ne le faites pas. Je dis quand même. Et donc, il me fallait quelque chose qui leur dise, écoutez, c'est peut-être pas assez, mais bon, prenez toujours ce qu'on vous donne. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est bon. Il y a du contrôle social qui se met en place naturellement parce que on a intériorisé des valeurs et on baigne dedans. Donc des valeurs qui dérogent, on a du mal à les voir, à les percevoir. Même la raison, par exemple, le comportement rationnel normal. C'est-à-dire que, par exemple, un grand professeur de droit français va pouvoir dire « le droit des minorités, c'est une évidence. Tous les pays européens sont tenus de respecter le droit des minorités et nous, France, on va veiller à ce que ce soit fait. » Mais vous lui posez la question de la Bretagne, pour lui, ce n'est pas un problème. C'est pas les minorités. Voilà, il n'y a pas de problème chez nous. C'est très très fort. L'ONU va faire des remontrances à la France sur les prisons et sur le droit des minorités non respectées. La presse ne va retenir que la question des prisons. Première page partout. Et voilà, mais nous, non, pas du tout. Voilà, c'est extrêmement profond. Donc, pour faire bouger ça, et quelque part, moi, j'ai une analyse qui est un peu, bon, c'est la mienne, je me trompe peut-être, je vais peut-être un peu fort là-dessus, mais il y a une notion de violence cachée quelque part. C'est-à-dire que lorsque la violence a été tellement forte, psychologiquement, parce que quand même, on est dans une logique ethnocidaire, il faut dire les choses clairement. Langue, histoire, voilà la réalité. Mais oui, la France, elle s'est construite sur l'ethnocide des vieux peuples, occitans, bretons, basques. Voilà la réalité.
Est-ce que c'est plaisant de dire ça? Est-ce que c'est possible d'affronter ça quand on est victime et quand on est auteur ou descendant des auteurs? C'est vachement difficile. Pensez un peu aux Turcs. Les jeunes Turcs, ils ont construit leur république quand? Sur la mode Robespierriste, ils sont venus à Paris d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont construit la république turque sur la mort, le génocide des chrétiens d'Orient. Et bien en Bretagne, excusez-moi, la question aussi se pose d'une violence cachée, indicible quelque part. Alors, ça, c'est profond, très profond. Oui, parce que cette violence-là est psychologique chez nous. Alors, c'est marrant aussi le traitement que l'on fait. Quand je prends, il y a Yves Lacoste, un géographe bien connu, il parle de l'Écosse, il dit une nation. Il parle de la Bretagne, il dit une région. Pourquoi on n'est pas une nation comme l'Écosse, nous? Et je vois pas la différence, moi, personnellement. Je vois pas. Peut-être parce qu'on n'est pas dans le tournoi Destination. Ah bah, dommage que nos curés n'aient pas développé le rugby, quoi. Et effectivement, c'est ce que je me dis souvent. Une dernière question, je crois qu'il y avait 2 dernières questions. Une au fond, et tout le monde a un micro d'ailleurs. Il y a déjà un micro. Oui, bonsoir. Alors, donc j'ai deux garçons donc, qui apprennent le breton à l'école. Et moi, en tant que citoyen qui ne connaissait pas le breton, je me suis mis un petit peu au breton. Bon. Et pour le faire passer, pour que chacun puisse, parce que c'est bien de travailler sur les départements, etc., c'est ce qu'il faut. Mais aussi, il y a le travail de fourmi que chacun doit fournir. Alors moi, ce que je fais, je vais vous donner un exemple, 2 exemples. Donc, je vais donc chercher mon pain, et j'estime que quand on a une langue et puis qu'on doit la parler, c'est en allant chercher son pain et en demandant en breton, c'est le seul moyen pour faire vraiment avancer une langue partout dans la région. Donc ce que je fais moi avec mes gamins, c'est que je vais à la boulangerie, je demande, j'essaye de le demander en breton, même si la personne n'est pas réceptive au départ, mais la boulangère, elle me dit, elle ne prend pas au départ, et il y en a qui sont surpris. Il y a des boulangeries, ça passe moins bien. Mais je vais dans une boulangerie, celle qui est à côté de Napoléon d'ailleurs, parce qu'elle mérite d'être connue. Hein. Après, j'ai demandé à la boulangère, des pains pas trop cuits en breton. On passe cette boisette, maintenant elle sait que c'est du pain qui n'est pas trop cuit. Ça fait comme ça, et c'est des petits trucs comme ça qui font que dans les commerçants, alors j'ai essayé plusieurs boulangeries, il y a une autre boulangerie qui me dit je comprends pas, je suis complètement paniqué quand je dis 3 mots. Mais ST me reconnaît. Et, lui qui parle en breton, etc. Par contre, il y en a une autre, même si j'essaye quand même, mais ça reste même le canavo et même. Alors, le travail de SAP que je fais aussi, c'est que avec mes cours, il y a quelques phrases qui passent, et c'est pareil pour les bouchers, etc. Et quand les gens s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de gens qui parlent breton, et au niveau commercial, ça passe de toute façon, il y aura une influence qui fera que le breton viendra tout seul. Et c'est ça que j'essaye de faire moi tous les jours, en poussant un peu les parents d'élèves, on va toujours les mêmes phrases, en les répétant s'il faut, parce que de toute façon, j'ai pas 36 phrases. C'est quand même chaud de demander son pain à bru en breton, c'est... En tout cas, moi je vous félicite, parce que c'est très très bien de faire ça. C'est l'aptitude que j'essaie de faire passer. Et là, le boulot, j'essaie de dire, il y en a qui sont vraiment raides, je fais passer mes petits mots, bonjour, matin de travail, etc. Pas grand chose, mais c'est en homéopathie. Et si tout le monde le fait ça, à son niveau, ça passera, la langue, elle montera du bas, et elle sera travaillée du haut, et le mot aura beaucoup plus de puissance si la petite base, elle travaille comme des fourmis pour la langue bretonne. C'est pour ça que ce que vous faites est très bien. Et au Pays de Galles, au Pays Basque, qu'on donne souvent comme exemple, tout le monde ne parle pas gallois, tout le monde ne parle pas basque, mais lorsque vous rentrez dans un commerce, tout le monde se dit bonjour dans cette langue et tout le monde se dit au revoir dans cette langue. Après, les échanges, ils sont dans la langue que les gens maîtrisent, mais il y a un bien commun qui est partagé. Et les salutations comme ça, c'est très important. Et on peut parler plus que le travail de SAP, on peut aussi parler de sensibilisation, peut-être c'est plus positif.
Mais je pense que c'est vrai, plus il y a de personnes à faire cela... Mais ça, beaucoup de gens s'interrogent, pas beaucoup de réunions, mais quelques réunions. Les gens ils essayent de se forcer à trouver des choses immenses, mais c'est pas des choses immenses qu'il faut. C'est tout à fait, c'est à son niveau, même en s'intéressant, apprendre un petit peu des mots et puis les faire passer. Des petites photos, c'est des petites phrases, etc. Même Madame Brown, que je ne connaissais pas avant, que tout le monde connaît Kenavo, et même des fois, les gens ne connaissent pas Kenavo en Bretagne. Alors c'est quand même malheureux, vous voyez. Je crois qu'on peut conclure sur ces notes plutôt positives. Ma foi, Trugarevraz Nehe. Paul. Donc, s'il y avait une phrase de conclusion, ce serait que nous sommes dans le vrai, c'est-à-dire dans la pluralité. Donc ce qui fait la pluralité, c'est ce qui fait aussi que nous sommes des hommes, c'est-à-dire la possibilité que nous avons de pouvoir nous ouvrir à tout un tas de choses qui sont soit notre propre expérience, notre propre histoire, mais ça peut aussi être des voisins ou des autres. Et ce que vous faites, c'est ça. Et vous cassez finalement le mythe de l'unicité de quelqu'un qui serait, j'allais dire, défini dès le départ, et qui serait simplement défini par sa francité ou par sa nationalité. Et ça, je pense que c'est très bien parce que c'est sans doute un des aspects qui nous amène à l'altruisme et à la possibilité de comprendre les autres. C'est ça. Et moi, je pense que comme mot de la fin, c'est pas trop mal quand même. Merci, ce sera le mot de la fin.